Bonjour à tous. Docteur Loins, vous avez une petite place devant. Je vais vous demander si vous voulez bien éteindre les portables, parce que bon, ça permettra d'être un peu plus tranquille. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On tenait au niveau de l'association Argos 2001 à traiter ce sujet au niveau des adolescents, comment repérer précocement et puis comment prévenir les troubles bipolaires. Bon, c'est pas simple. Alors je tiens à remercier le docteur Loins qui représente Mme Ricom, DG de l'ARS. Et je remercie pour l'intérêt qu'elle porte aux activités de notre association de patients, Argos 2001. Je remercie Claudine Tomsac au niveau du LAM pour l'aide matérielle. C'est vrai qu'on a un superbe amphi. Vous avez pu profiter d'une visite de l'art brut. Bon, vous avez pu voir que quand on a des troubles psychiques, on a des capacités, on a des possibilités de faire. On n'a pas besoin d'être systématiquement stigmatisé. Je tiens à remercier aussi Anne Roumilac de la Fondation Nord6 pour son aide financière. Oh, où elle est. Le CREPSI Mathieu Auchin, parce que bon, pour l'aide précieuse dans l'organisation de cette conférence. Je remercie tous les intervenants, donc le professeur Pierre Thomas, le docteur Kochman et le docteur Havé, qui ont bien voulu venir nous apporter un petit peu un coup de main pour essayer d'y voir plus clair dans toutes ces préventions de troubles bipolaires. Alors je vais laisser la parole au professeur Thomas pour qu'il nous donne quelques mots sur la prévention en santé mentale, en psychiatrie, et bon, comment il voit le rôle des associations en santé mentale. Bien, bonjour à tous. D'abord, merci M. Coubel pour cette invitation. Merci au CREPSI, merci aux organisateurs. Et puis, d'abord, je suis ravi d'être dans ces lieux. Certains d'entre vous ont pu visiter la collection et je pense que c'est quelque chose de remarquable et qui est aussi dans le ton de ce qu'on va pouvoir dire là dans cet après-midi. Alors, M. Coubel m'avait demandé de parler en introduction, je fais une brève introduction, de parler en introduction de la prévention et puis du rôle des associations. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez difficile parce que la prévention, en termes de santé mentale en général, mais pour les troubles bipolaires, reste encore très limitée. Et je voudrais illustrer cette limite par quelque chose de tout frais. On a fait, là, dans ces dernières années, une enquête dans les prisons du Nord-Pas-de-Calais. Une enquête qui a été soutenue et financée par l'ARS, qui est ici, pour la question à se poser, c'est combien de détenus en prison souffrent de maladies psychiatriques, pas simplement de difficultés psychiques, ça on peut comprendre qu'on soit en difficulté lorsqu'on est en prison, mais de troubles psychiatriques. On sait, et ça a été, vous avez peut-être entendu ce mois d'août, il y a eu de l'actualité, il y a Madame Hazan qui a évoqué la problématique des troubles mentaux en prison. Eh bien, cette enquête vient de se terminer, on a les résultats. Et concernant les troubles bipolaires, eh bien, dans la région Nord-Pas-de-Calais, c'est 7% des détenus qui présentent un trouble bipolaire avéré. 7% des détenus, c'est énorme. Quand vous savez qu'un établissement comme Sequedin, il y a environ Sequedin qui est pas loin d'ici, en prison, où il y a 700 à 800 détenus, ça fait entre 50 et 70 détenus qui souffrent d'un trouble bipolaire. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que le fait d'être en prison, lorsqu'on a un trouble bipolaire, eh bien, ça rend compte d'une complication très forte finalement de ce trouble. Pour la plupart des patients que nous rencontrons, parce que j'ai une activité en prison, les patients que nous rencontrons sont les patients qui n'ont jamais ou très rarement rencontré les soins, rencontré des psychiatres, en tout cas chez qui le diagnostic de bipolarité n'a en général jamais été fait, et qui en arrivent au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure de l'évolution, avec des comorbidités, avec des troubles des conduites, avec de l'alcoolisation, l'utilisation de toxiques, eh bien, à se retrouver dans un circuit de la délinquance, de la prison, etc. Et ce n'est pas exceptionnel. Il faut savoir qu'une étude là, qui a été réalisée au Texas sur 80 000 détenus, eh bien, les personnes chez qui il y a plus de récidives, de réincarcération, parmi tout le monde, eh bien, sont ceux qui souffrent d'un trouble bipolaire. Donc,
Je trouve que ceci illustre bien à quoi peuvent être exposés les gens qui peuvent souffrir d'un trouble bipolaire. Bien sûr, il y a les complications cognitives, les complications physiques sur la santé, le risque suicidaire, la mortalité cardiovasculaire, etc. Mais on voit aussi que sur le plan social, eh bien, il y a des complications tout à fait importantes qui passent inaperçues. Et là, montrant bien qu'on est loin véritablement d'une prévention du trouble bipolaire. Alors, voilà, c'est un exemple, je trouve qu'il est tout à fait, ça illustre pas mal de choses. Ces résultats, je vous les livre en primaire, on va les livrer au niveau national là dans peu de temps, et j'espère que des chiffres comme ça, parce qu'il y en a très peu en prison, eh bien, vont arriver à mobiliser, pas simplement pour augmenter les équipes de soins en prison, ça bien sûr il y a un besoin, mais aussi travailler sur l'amont pour éviter que ces complications puissent arriver. Alors les troubles bipolaires, vous le savez, Monsieur Coubel disait, moi je suis le médecin, je suis l'expert, je ne suis pas celui qui vit, mais peut-être dire quelques mots d'expert, et puis Frédéric Kochman en dira aussi beaucoup tout à l'heure. Le trouble bipolaire, c'est quand même 1% à 1,5% de la population. Ça veut dire qu'en France, il peut y avoir 1 million de personnes qui souffrent de troubles bipolaires, que c'est une véritable maladie qui a toujours été décrite, mais mal décrite. Vous savez que ça fait finalement peu de temps qu'on s'est rendu compte que les alternances entre les phases de dépression et les phases d'excitation, ça pouvait être la même maladie. Et c'est au 19e siècle qu'on s'est rendu compte de ça, alors que la problématique était connue depuis toujours, qu'il y a des gens connus, même célèbres, qui ont souffert ou qui ont pu parfois bénéficier de leur trouble bipolaire pour réaliser des choses, et ça c'est une notion tout à fait importante. En tout cas, c'est une maladie qui est exemplaire. Et c'est aussi exemplaire dans le cas de la psychiatrie, puisque vous savez que le lithium, qui est un médicament très particulier, qui a été mis en évidence dans les années 60 par un psychiatre qui s'appelle Mogenscu, eh bien le lithium, à partir du moment où il a été instauré dans les pratiques, a considérablement modifié la vie des personnes souffrant, on disait à l'époque de psychose maniaco-dépressive, maintenant on dit plus ça, on dit trouble bipolaire, a modifié. C'est-à-dire que plutôt que de se retrouver hospitalisés sur des périodes longues, parfois même sur des périodes très très longues, eh bien, ont pu reprendre une activité dans la vie, dans la société, etc. Donc c'est pour ça que c'est exemplaire dans la psychiatrie. Ça a montré, c'est quelque chose qui a montré qu'on pouvait vivre très bien, parfois avec un traitement, malgré une maladie qui peut être très invalidante et avoir toutes les complications que je vous ai citées tout à l'heure. Donc quelles sont les perspectives et qu'est-ce qui est nécessaire pour améliorer les choses actuellement? Il y a plus que le lithium actuellement, il y a d'autres options thérapeutiques, on pourra en parler, je pense que Frédéric Kochman en reparlera, mais ce qui est important et ce qui est vraiment dans l'urgence à développer, c'est la précocité du diagnostic, c'est de repérer très très vite ce diagnostic et pas attendre qu'on retrouve 10 ans après, 15 ans après des gens en prison avec des problèmes d'alcool où les symptômes de la bipolarité sont complètement noyés dans autre chose, mais qu'on puisse repérer très vite, dès le début de cette maladie, les signes parfois avant-coureurs, ou en tout cas qui pourraient laisser évoquer, qu'il puisse y avoir un suivi et qu'on puisse proposer là une aide, le traitement, mais il n'y a pas que le traitement, et une aide qui soit... Et donc, ce qui me permet de terminer avec ce que m'a demandé M. Coubel aussi, parler du rôle des associations. Mais bien sûr que c'est le rôle des associations, le rôle de l'entourage, le rôle des proches est essentiel, surtout au début. Les personnes qu'on voit en prison avec des troubles bipolaires, il y a longtemps qu'ils ont épuisé leur entourage, ils ont épuisé leurs proches, ils ont épuisé le groupe social, etc. Et que c'est très difficile de mettre en place quelque chose. Alors qu'au tout début, quand il commence à y avoir des dérapages, des difficultés à supporter, c'est là qu'il faut pouvoir contenir, aider, agir, puisque, vous l'avez compris, c'est en plus d'être une maladie de la régulation des émotions, de la régulation de l'humeur, c'est une maladie des interactions sociales. Et que ce soit le versant dépressif ou le versant d'excitation maniaque, ces deux versants conduisent à l'isolement, à s'éloigner des autres et que les autres s'éloignent de la personne qui en souffre. C'est pour ça que d'être informé, d'être fort avec un tissu associatif, avec des proches, c'est très important pour lutter contre cette complication qui est probablement une des plus mal vécues par les patients qui souffrent de troubles bipolaires. Voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je vous propose de passer la parole à M. Coubel. Merci, professeur.
Alors, j'ai des troubles bipolaires depuis mon adolescence. C'est vrai que j'ai été diagnostiqué qu'à 45 ans, vous voyez, 30 ans avant d'avoir un diagnostic. Alors, forcément, ma vie a été compliquée et pas tout à fait maîtrisée comme je l'aurais voulu. Bon, cette conférence n'est pas un hasard. C'est vrai que, bon, maintenant, j'arrive à la soixantaine et, bon, si je peux aider des jeunes à ne pas faire les mêmes erreurs que ce que j'ai fait et tout au moins arriver à être entouré et compris par leur entourage. L'adolescence est un moment quand même de vie particulier et la prévalence de la maladie est justement dans cette période-là, entre 15 et 24 ans. Alors, ce que je souligne, hein, c'est effectivement l'écoute du malade. C'est très important, être à l'écoute du malade et la stabilité aussi primordiale. Donc, côté malade, je tenais quand même à ce que vous ressentiez un petit peu ce qu'un malade peut vivre. On a une petite vidéo pour l'illustrer. Je pense que ce sera plus sympathique que je vous raconte ma vie, mais je vous donnerai quelques éléments par la suite. Donc si on peut passer la vidéo. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 46 ans et je suis bipolaire depuis l'âge de 12 ans, l'âge de ma première grosse dépression. J'étais en 5e et je n'avais plus d'amis. Mes résultats scolaires étaient en chute libre. Les professeurs ont voulu me faire redoubler, je voulais mourir. Heureusement, ma mère s'est occupée de moi et je suis passée en 4e. À la rentrée, la dépression était finie, sans médecin, sans médicaments. J'ai repris le dessus, mais je n'avais pas encore de période maniaque. J'ai fait ma seconde dépression l'année de mon bac, à 17 ans. Moins rude que la première, mais bien plus longue à disparaître. Ma mère m'a amenée chez le médecin. Résultat, il me diagnostique une spasmophilie. Puis je rentre à la faculté. C'est comme ça chez moi. On fait de longues études. J'ai vécu mes années à l'université en totale euphorie. Je faisais plein de choses en même temps que mes études. La fiesta toute la nuit, en allant en cours le lendemain, en m'investissant à fond dans l'aumônerie, allant chanter dans les prisons ou les maisons de retraite. Et puis j'ai rencontré l'homme de ma vie, celui que j'ai épousé. À ce moment-là, on a dû quitter Montpellier pour aller à Bordeaux. Je n'ai pas du tout aimé, mon moral a lâché. Mon homme n'a pas compris, il ne me connaissait que joyeuse. Il n'a pas su comment réagir et j'ai donc sombré toute seule. Heureusement, je suis tombée enceinte, vite. Cet enfant m'a permis de survivre, mais elle a été très agitée. Le pédopsychiatre m'avait dit gentiment que le problème ne venait pas d'elle, mais que le problème c'était moi. À partir de cet instant, je consulte un psychothérapeute, mais je suis toujours aussi déprimée. On habite alors à Paris, je ne pense plus qu'à une chose, me jeter sous le métro. On retourne dans le sud, enfin. Mais là, je vais tromper mon mari à la fin d'une journée difficile. Tout va partir n'importe comment. Mes phase-up, je les passe au Cap d'Agde, à baiser avec n'importe qui, quel que soit le nombre. J'alterne avec des phases de dépression où je me fais interner en clinique tellement je suis malheureuse. Et quand je sors, c'est pour une nouvelle addiction. Cette fois-ci, c'est le jeu. Je vais au casino tous les jours, même pour jouer 10 €. Et oui, je replonge à cause des dettes. C'est plus fort que moi, c'est la seule chose qui me fait me lever le matin jusqu'à la prochaine hospitalisation. Puis en ressortant, les contrariétés de la vie me poussent à boire. Voilà ce que je fais pendant 2 ans, boire. J'avais jamais essayé jusqu'au coma éthylique. Quel pied. Puis rebelote, nouvelle hospitalisation. Entre-temps, vous pensez bien, j'ai divorcé, mais aujourd'hui, je me suis reprise en main, pour ma fille. Et maintenant que je suis dans une phase up positive, je ne pense plus qu'à elle. Mon ex-mari, qui est toujours l'homme de ma vie, s'est remarié. J'ai décidé de me soigner vraiment, avec un psychothérapeute et une sophrologue. Mais je ne vous cache pas que cela est fragile, d'autant plus qu'à cause de la maladie, mon employeur m'a obligée à prendre la retraite. Alors j'occupe mes journées, sport, gospel, bénévolat, amis, cinéma. Sur les réseaux sociaux, je fais partie d'un groupe fermé pour me sentir moins seule et échanger en toute liberté avec d'autres bipolaires. Quand on a un coup de blues, on se sent tout de suite plus soutenu et moins seul. Mais je remarque au fil du temps qu'il n'y a pas de remède miracle et qu'on est tous là à ramer avec un boulet à notre pied, la bipolarité. Voilà, je
pense que la vidéo est parlante, ça vous met dans l'ambiance d'une personne qui a des troubles bipolaires et bon, qui n'a pas été soignée et qui n'a pas pris conscience de sa maladie. Donc en fait, je suis allé voir le film 120 battements par minute, donc ça concernait le sida, l'activisme un petit peu, toute l'expérience, enfin, tout ce qui s'est passé avec ACT UP. Et c'est vrai que quasiment, j'aurais envie de dire, bon, si on enlevait sida et on mettait une maladie psychique, c'est le même combat dans la mesure où il y a un danger de mort. La seule différence, c'est que le handicap n'est pas visible et le malade a du mal à accepter sa maladie. Il fait tout pour cacher, justement, il est honteux de sa maladie, ou alors il est débridé et maître du monde. Donc dans le déni de la maladie, c'est difficile de mobiliser les associations de patients, doivent quand même se bouger. Et bon, on fait un peu de militantisme et surtout ce qui est important, c'est de lutter contre le suicide parce que c'est quand même vers ça qu'on va très souvent malheureusement. Donc on a la chance d'avoir sur l'île le dispositif Vigilance, mais qui est plutôt axé pour les primo-suicidants, il me semble. Donc l'urgence, ce serait de mettre en place un plan de santé mentale et surtout sensibiliser toute la population à notre vulnérabilité. Tout le monde est concerné. En réalité, une personne sur 4 sera concernée par un trouble psychique dans sa vie. Mais quand on en parle, malheureusement, tout le monde fait l'autruche. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est quand je parle de mes troubles bipolaires, parce que j'ai mis longtemps, j'ai mis jusque 54 ans pour oser en parler. Donc j'ai mis quasiment 40 ans avant d'en parler. Ce qui me fait plaisir, c'est quand j'en parle, ça délie les langues. Très souvent, il y a encore très peu de temps, une personne me disait « j'ai jamais osé en parler ». Bon, comme vous en parlez, je vais en parler avec vous. Donc, la déstigmatisation, c'est vraiment primordial au niveau des maladies psychiques. Bon, je préfère le terme maladie psychique à la maladie mentale, parce que bon, maladie mentale, ça fait peur. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font peur au public. Les maladies psychiques sont quand même au 3e rang des maladies les plus fréquentes, après le cancer et les maladies cardiovasculaires, visiblement ce que je voyais. Sensibiliser les journalistes, c'est important. Dernièrement, il y avait un article qui mettait l'accent sur la bipolarité d'une personne, évidemment, qui avait commis un délit. Et je n'ai pas compris que le journaliste mette en avant sa bipolarité dans la mesure où effectivement, normalement, c'est une maladie. Donc, on ne dit pas aux gens, on ne met pas dans le journal en avant la maladie de la personne. Bon, donc simplement, effectivement, la bipolarité, ça fait peur à tout le monde, donc c'est assez vendeur. Bon, on a la chance sur l'île d'avoir aussi à la Fédération de recherche sur la santé mentale une expérience de sensibilisation des journalistes. Donc ça c'est super parce qu'on ne doit pas être condamné à être traité de fou incurable. Bon. Une période de crise doit-elle mettre une personne sur la touche? Bon. Je pense que ça c'est pas tout à fait ce qui est souhaitable. Philippe Labro a également fait son coming out dans la dépression, dans son magnifique livre « Tomber cette fois, se relever 8 ». On peut être optimiste. C'est vrai que c'était quelqu'un assez talentueux et bon, c'est vrai qu'il a réussi à expliquer sa maladie et bon, plus il y aura d'expérience dans ce style, plus on arrivera à déstigmatiser et peut-être faudrait-il le faire au lycée. C'est vrai qu'en discuter un petit peu avec les élèves, bon, je pense que ce serait assez important. Alors, comment surmonter et vivre avec des troubles bipolaires? Bon, évidemment à l'école, la première chose, quand on repère l'échec scolaire et l'isolement de l'élève, bon, forcément, on a déjà mis le point sur une question importante. Bon, la maladie est presque invisible. C'est vrai que pourtant, elle est facilement repérable, quoi. Les proches ont peur de l'aborder. Et effectivement, encore plus... je veux dire, effectivement, quand j'étais jeune, j'ai eu des dépressions régulières au point où ma mère devait me mettre en dehors du lit. Je me levais pas. Donc, il y avait une interrogation. Simplement, c'était les années 70 où aller voir un psychiatre, bon, ça se faisait pas. Donc, à l'heure actuelle, des choses comme ça, j'ai vu qu'il
il va y avoir un accès plus facile vers les psychologues de ville. Donc c'est un test qui est mené actuellement. Bon, peut-être ce sera plus facile d'avoir un psychologue qu'un psychiatre. Voilà. L'important, c'est aussi sensibiliser les professeurs, les infirmières scolaires, les médecins scolaires. Ça, c'est primordial. J'espère qu'on pourra avoir avec nous un médecin scolaire prochainement. Bon, ça n'a pas été possible cette fois-ci. On a trouvé un médecin généraliste. Bon, c'est déjà pas mal. Au niveau de l'emploi, effectivement, vivre avec les troubles bipolaires, c'est pas simple. Les troubles engendrent des ruptures, des longues périodes de chômage également. Et on met beaucoup d'énergie pour cacher aux autres notre maladie. Bon, si on pouvait espérer mettre autant d'énergie pour la combattre et pour nous aider, c'est que j'ai eu la chance dans ma carrière d'avoir un directeur qui avait connu la dépression. Je peux vous dire que bon, grâce à lui, j'ai pu rester. Alors, je suis resté que 4 ans, mais grâce à lui, j'ai été le meilleur de l'agence. Et en réalité, quand j'avais des périodes basses, il le comprenait tout à fait. Et bon, il me laissait me débrouiller et faire des activités plus cool. Et bon, ça n'a pas nui à mes résultats, quoi qu'il en soit. Mais bon, il avait connu le trouble psychique. Donc, c'est vrai que si l'employeur était un peu plus à l'écoute, on n'aurait pas comme première cause d'arrêt de travail les troubles psychiques. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt travaillé dans des petites structures. C'était plus facile, bon, on avait un contact direct avec les autres collègues. Et bon, j'étais plutôt en retrait de la structure. Donc, j'ai réussi à maîtriser mes troubles bipolaires, bon, sans trop de stress, ce qui est important. Ça a été un peu tardif pour moi, mais bon, j'ai réussi à arriver au rétablissement. Donc, le rétablissement, c'est vraiment le retour à une vie sociale et personnelle équilibrée. Ça, c'est assez important. Se faire conscience et ne pas s'auto-stigmatiser. Alors, bien se connaître pour anticiper et repérer des signaux de mal-être, pour ne pas sombrer dans la dépression ou repartir dans l'accès maniaque. On a à l'heure actuelle des possibilités de faire de l'éducation thérapeutique du patient. Bon, moi, je préfère le terme autogestion de la santé, comme l'utilisent les Canadiens, mais bon, on ne va pas bouder son plaisir quand on peut essayer d'aller mieux. Effectivement, l'éducation thérapeutique du patient, on reste dans le médical. Nous, on a envie de revenir un petit peu vers la vie sociale, bon, tout en ayant un parcours de soins qui est important pour nous. Alors, Argos 2001, alors, ce que je voulais dire, on soutient quand même un dispositif qui s'appelle le Clubhouse, qui permet un retour à une qualité et un retour à la vie sociale et à l'emploi, parce qu'en fait, c'est un lieu où les personnes ne sont pas dans un lieu de soins, c'est un lieu qui est autogéré par les membres. Ce ne sont pas des patients, ce sont des membres. Et donc, ils arrivent là, ils ont une tâche à réaliser dans la mesure de leurs possibilités. Et effectivement, quand vous n'avez pas travaillé pendant un certain temps, vous avez été hospitalisé assez longtemps, ça vous permet de retrouver un rythme, de retrouver un agenda, ce qui n'est pas facile. Et par la suite, ça vous hisse vers le haut, puisque des personnes vous aident à retrouver de l'emploi. Ce qui est important pour revenir dans la vie sociale, c'est revenir dans la vie normale. Effectivement, on ne guérit pas d'un trouble bipolaire, mais on se rétablit, ce qui fait qu'on peut tout à fait, en faisant attention, retrouver une vie équilibrée. Donc, qu'est-ce qu'est Argos 2001 ? Notre association de patients, donc, elle s'est créée à Sainte-Anne avec Christian Gay, qui était un psychiatre, et des patients qui avaient envie de sortir de l'hôpital et faire des groupes de parole à l'extérieur de l'hôpital et faire des conférences pour mieux connaître la maladie. Donc, à Paris, effectivement, ça s'est fort développé dans la mesure où la population est nombreuse. En province, on a quand même 15 antennes régionales, bon, qui ne sont malheureusement pas financées localement. Donc, bon, on a beaucoup de soucis financièrement, comme beaucoup d'autres associations. Alors, dans le Nord, j'insiste vraiment sur le fait d'être en dehors des structures de soins, parce que la vie sociale, il faut absolument qu'on échange autour de ça. Et ça n'empêche que le parcours de soins est important. Mais je pense que le parcours de soins est personnel, on ne peut pas le partager, ça se partage avec le psychiatre. Et c'est vrai qu'étonnamment, parfois dans les groupes de parole, il y a des personnes qui viennent et qui disent « Ouais, mon psychiatre est nul,
ça ne marche pas, etc. Et quand je leur dis, mais vous prenez le traitement qu'ils vous donnent, ils me disent, non, on ne prend pas, il y a des effets secondaires, etc. Donc on incite, on parle, enfin je veux dire, on n'est pas médecin. Une fois, on m'a pris pour un psychiatre, parce que c'est vrai que pour beaucoup de monde, c'est inconcevable de faire un groupe de parole avec quelqu'un qui ne soit pas psychiatre ou expert. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que on lui a dit, essaye de parler à ton psychiatre. Mine de rien, c'est impressionnant le nombre de personnes qui n'osent pas parler à leur psychiatre, qui attendent qu'on leur ordonne ce qui est bon pour eux. Il y a des molécules qu'on peut changer. S'il y a trop d'effets secondaires, on n'est pas les mêmes. Donc s'il y a trop d'effets secondaires, on peut très bien en changer. Mais bon, encore faut-il qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. Ce qui est important dans nos groupes de parole, c'est aussi de s'apercevoir qu'on n'est pas seul dans la maladie. Comme disait le professeur Pierre Thomas, il y a quand même 1 million de personnes en France. Donc malheureusement, très souvent, on a l'impression qu'on est tout seul et qu'on est le seul au monde, parce que on est tellement mal et ça engendre tellement de problèmes avec la famille que finalement, on reste dans son isolement, ce qui est vraiment pas idéal. On partage son expérience, on fait aussi de l'entraide, on essaye d'aller à la pêche aux nouvelles. Quelqu'un qui n'est pas venu depuis un certain temps, on essaye de savoir comment il va. Et on fait des conférences comme aujourd'hui pour essayer de connaître mieux la maladie. C'est important. Et on aimerait, on a mis en place avec Anne Roumilac de la Fondation Norcis des ateliers pour le retour à l'emploi qui s'appelle Embarquement pour l'emploi. Ça a été réalisé une première fois, on espère refaire l'expérience et puis faire des ateliers, notamment des ateliers pleine conscience, des ateliers sur la diététique. Voilà, on représente également les usagers de la psychiatrie dans les hôpitaux et on essaye d'interpeller les pouvoirs publics sur les besoins de ces patients. On a peu de moyens, mais on a beaucoup d'envie de faire pour aider nos pairs. Donc voilà, maintenant, effectivement, quand vous avez un trouble bipolaire, quand vous repérez, si votre professeur a prévenu vos parents, si vos parents se sont aperçus de ça, tout naturellement, on va aller consulter. Donc on va se diriger en premier lieu vers un médecin généraliste. Donc le docteur Isabelle Havet est là et on a la chance de pouvoir lui poser quelques questions. Alors je vais lui en poser quelques-unes, à la fin on aura quand même un petit moment pour parler entre nous. Alors on s'aperçoit qu'on consulte parfois malheureusement, c'est difficile. Docteur Havet, en tant que médecin généraliste, vous êtes confronté à des personnes ayant des troubles psychiques, souvent la dépression. Comment le médecin généraliste peut-il repérer et diagnostiquer les troubles bipolaires ? Voilà. Oui. Alors quand tu m'as demandé de participer à cette conférence, j'étais un peu, je me sentais pas très bien parce que en tant que généraliste, nous notre métier c'est de prendre la personne dans sa globalité et en fait on est l'interlocuteur privilégié de premier recours. On voit beaucoup de gens qui viennent pour dépression, qui se disent déprimés, qu'on reconnaît comme déprimés. Et en fait, on ne détecte pas du tout les troubles bipolaires. J'en ai un peu parlé à mes consoeurs, mes confrères, et ils disent non, j'en ai pas dans ma patientèle. Or, d'après les études, c'est pas possible, puisqu'on traite environ 80% des dépressions sont traitées par des généralistes. Un tiers aurait des troubles bipolaires. Donc, si on les détecte pas, c'est parce qu'on les recherche pas. Alors, combien de diagnostics de bipolarité avez-vous fait Alors, moi, je ne parlerai pas pour mon métier de diagnostic. Je devrais repérer des signes, des choses qui me font dire il y a autre chose, et là, passer la main au psychiatre. Et après, continuer à travailler, si c'était possible, bien sûr, avec le psychiatre. Mais poser le diagnostic, non, c'est repérer des signes. Pas forcément poser le diagnostic. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est qu'on repère quand nos patients qui sont déprimés, certains signes, rechercher de façon rétrospective des signes d'hypomanie, interroger l'entourage, des choses qui sont pas compliquées du tout à faire, qui sont simples, qui ne demandent pas de paraclinique. Mais je crois que là, on est vraiment responsable d'un gros couac quand même.
Alors, comment est perçue par le patient l'orientation vers la psychiatrie et quelle relation vous avez avec les spécialistes, les CMP? Alors, déjà, il faut que le patient accepte d'être malade. Hein. Je parle de problèmes de santé, donc d'être malade et d'aller voir un psychiatre. Alors là, ça dépend. Bon, il peut refuser, hein, ça arrive beaucoup. Donc là, c'est pareil, c'est à nous d'essayer de les convaincre d'y aller en disant si j'ai un problème avec votre cœur, avec votre diabète, je vais vous envoyer voir le spécialiste. Pourquoi pas le psychiatre? Donc là, il faut insister. Et quand après, là aussi, on a aussi la phrase ah non, moi pas de psychiatre, docteur, je suis pas fou. Voilà, ça, c'est du commun, pas tous les jours, mais presque. Et après, bah oui, moi personnellement, j'ai un problème de contact. Les délais des rendez-vous dans les CMP, c'est énorme. Voilà, c'est vraiment très très long. Les patients me disent non, pas l'hôpital psychiatrique. Nous-mêmes, on connaît mal l'offre de soins des CMP. Et on n'a pas de travail en réseau avec tout ce qui est psychiatrie publique, ou même privée. Adressé en psychiatrie privée, oui. Certains patients préfèrent parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés, parce que je ne vais pas dans un... Ils parlent de CMP, ils parlent de dispensaires, d'hôpitaux psychiatriques. Donc je crois que c'est quand même nous qui avons un gros travail à faire avec nos patients, quand même. Oui. Donc le suivi, est-ce que vous avez des lettres des spécialistes? Oui, parce que quand oui, on a des problèmes cardiaques, le spécialiste vous adresse... Oui, non, on a des courriers, non, ça c'est sûr, on a des courriers, mais on n'a pas de relation personnelle. Les psychiatres changent beaucoup, les internes ça tourne, donc on n'a rien de personnel. On n'a pas par exemple, ne serait-ce qu'un numéro de téléphone où on pourrait interpeller un psychiatre. Pour quelquefois un problème bien particulier, ou comme on peut avoir avec nos confrères cardio, pneumologues, enfin voilà. Ça, on n'a pas. Ça, j'aimerais bien. Alors, durant vos études, est-ce que vous avez été suffisamment sensibilisé aux maladies psychiatriques? Avez-vous une formation continue sur ces maladies? Non, pas de formation continue. Ça, c'est le gros problème de la médecine générale. Notre formation continue n'est pas très bien faite, pas faite du tout d'ailleurs. Bon, moi, mes études, elles datent un peu. Donc, je ne sais pas maintenant comment sont formés les jeunes médecins. À l'époque, on passait le certificat de psychiatrie. Ça faisait un peu quelque chose de très spécialisé, assez loin de ce qu'on peut avoir comme approche globale de la personne. C'était vraiment une médecine de spécialistes, comme les autres spécialités qui nous étaient enseignées, enfin sur l'île en tout cas, hein, je sais pas, dans d'autres facultés. Donc ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui serait important pour améliorer la prise en charge, à votre avis, déjà, nous remettre en question sur notre propre pratique, prendre beaucoup plus de temps avec certains patients, rechercher des signes bien particuliers, parce que bon, il y a la dépression, mais il y a aussi tous les troubles addictifs, les changements de vie dans la personne. On devrait avoir une alerte. Et là, pouvoir demander un avis spécialisé ou revoir la personne, vraiment prendre du temps, être très vigilant, notamment avec les adolescents, qu'on voit peu. Nous, on les voit, le certificat médical, les vaccinations, et c'est peut-être à ce moment-là qu'on devrait prendre du temps. C'est vrai que le médecin de famille, on a un peu du mal, les personnes zappent pas mal. Est-ce que vous arrivez à connaître quand même c'est ça qui est intéressant, parce qu'on suit quand même les familles. Donc souvent, les parents nous parlent de leurs enfants. Donc ça, c'est pas mal. Mais je crois que c'est vraiment à nous d'être beaucoup plus vigilants, quoi. Et vraiment, je me suis aperçue qu'on n'était pas assez du tout. Bon, en parlant, on va y arriver. On va améliorer les choses. Merci, docteur Harvey. Écoutez, je propose qu'on laisse la parole au docteur Kochman. Il a beaucoup de choses à nous apprendre sur la bipolarité des jeunes.
Un grand merci, Monsieur Coubel, de votre invitation. Merci au CREPSI, qui est devenu un acteur incontournable de l'information en psy, et merci au LAM de nous inviter. Moi, je suis donc Frédéric Kochman, pédopsychiatre, et j'officie dans une clinique qui est à un quart d'heure d'ici, qui est juste à côté du CHR, et au sein de laquelle nous recevons des jeunes en souffrance psychique qui sont âgés de 8 à 25 ans. Donc c'est une structure très intéressante parce que on fait bien sûr de la prévention, on voit les dépressifs, suicidants, voilà, les premières souffrances psychiques, et on s'aperçoit de la responsabilité que nous avons, la responsabilité absolument majeure d'être parfois les premiers acteurs de l'entrée dans un domaine qui est la souffrance psychique. On sait, par exemple, vous savez que le premier contact avec la psy va être extrêmement important. Si ce premier contact est mauvais, qu'on se retrouve par exemple hospitalisé sous contrainte dans un secteur fermé d'un grand hôpital psychiatrique de la région, ce premier contact, on se dit, mince, il y aurait pu y avoir mieux, et ce premier contact peut être une cassure par exemple. Alors moi j'ai commencé ma carrière par une sacrée erreur, c'est que j'ai d'abord été formé en psychiatrie adulte. Ça m'a valu beaucoup de déboires, et en particulier l'un de mes maîtres est là, il est ici présent, c'est le professeur Thomas, qui m'a formé, c'était mon chef de clinique il y a presque un quart de siècle, ça vous donne déjà une petite idée de mon âge, début des années 90, c'est véridique, on s'est connus plus jeunes, Pierre, et donc j'ai été, vous l'imaginez bien, avec mes professeurs hyper bien formés, parce qu'on a la chance au CHU de Lille d'avoir une équipe hors norme au niveau sémiologie, enseignement. Et donc j'ai eu la chance d'avoir été très bien formé aux troubles de l'humeur, aux troubles bipolaires. Et donc j'ai commencé les premiers semestres de ma carrière d'interne en psy adulte. Et ensuite, sur le tard, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais je me suis dit, je vais d'abord me former bien en psy adulte pour commencer la pédopsychiatrie. Et en pédopsychiatrie, je suis arrivé dans le service Pierre Mal, qui existe toujours. Et là, j'ai commencé à avoir des patients de 12, 13, 14 ans qu'on m'adressait pour dépression et qui ensuite, au fur et à mesure du suivi, faisaient des accès hypomaniaques, maniaques. Et je me disais, mais ils sont bipolaires, ces patients, ils ont 13 ans. Et là, je me suis très vite heurté à un écueil majeur, c'est que dans les années 90 encore, et fortement, aujourd'hui, parler de la dépression chez un ado, c'est presque devenu banal. Je peux vous assurer que dans les années 90, c'était absolument pas consensuel. Et beaucoup de pédopsychiatres pensaient que par exemple, Anna Freud disait les instances psychiques d'un adolescent sont insuffisamment développées pour qu'il puisse être en capacité de faire une dépression. Donc il y avait une façon de penser qui était très différente, et là je me suis heurté à une incompréhension, à de l'opposition, et ce qui fait que je me suis retrouvé malgré moi dans une situation très atypique de la pédopsychiatrie, où j'avais énormément de mal à gérer ce côté très bizarre que j'avais de penser, avec peut-être un regard trop psychiatre adulte en pédopsychiatrie. Et en même temps, ce qui me rassurait, c'est que toutes les publications internationales, les recherches scientifiques, en particulier donc anglo-saxonnes, comme 90% des recherches scientifiques en médecine, il y avait pléthore de développement d'articles sur les troubles bipolaires chez l'adolescent, chez l'enfant, voire aux États-Unis, chez le très jeune enfant, parce qu'on fait des diagnostics aux États-Unis chez les enfants de 4 ans, ce qui est éminemment discutable, mais ce n'est pas le sujet du jour. Autre anecdote, et je m'en suis rappelé quand le professeur Thomas a fait son introduction, je me souviens aussi d'un des stages les plus marquants en tant qu'interne, SMPR, Service médico-psychologique régional. C'était au sein de la prison de Los à l'époque, qui a fermé maintenant. Et là, je rencontre un monsieur, quand on me l'adresse pour dépression profonde. Il était vraiment en dépression profonde, qu'on appelle dépression mélancolique. Et il commence à me raconter son histoire. Il me dit, et donc il m'explique son incarcération. Et il m'explique que quelques mois avant, il était, et vous allez voir que le lieu s'y prête pour raconter ce cas clinique, il était en train de développer le plus beau musée du monde. Et il avait décidé de faire le plus beau musée du monde. Et là, il commence à parler comme ça, en ce qu'on appelle tachypsychie. Il commence à parler vite et il repart. Et il me dit, alors voilà, j'ai acheté une péniche. Alors voilà, mon projet, c'est de faire un toit transparent dans cette péniche et d'acheter les plus belles œuvres du monde. Donc je vais racheter au Guggenheim tel Van Gogh. Et puis j'ai décidé d'acheter... et puis voilà, et puis il y aura de la musique, il y aura du Mozart. Et puis il m'explique tout ce qu'il a fait. Il a commencé à faire des chèques en bois pour payer sa péniche. Et dans les falsifications, malversations financières, vous l'avez bien compris, dans un accès maniaque, il s'est retrouvé incarcéré. La première question, c'est
qu'est-ce qu'il fait là en prison? Il n'aurait jamais dû être là en prison. À l'évidence, c'était une psychopathologie et il était en train de me raconter un accès maniaque alors qu'il était, au moment où je le voyais, en dépression profonde. C'était trop tard. Il était passé par le jugement, par la cour d'assises. Il était, non pas cour d'assises, mais en correctionnel. Il a été pris 4 ans de prison pour malversation financière, alors que c'était une personne en souffrance psychique qui aurait dû être adressée dans un service de soins. Vous voyez, donc ce sont des patients marquants qui vous donnent, et je pense encore qu'aujourd'hui, pendant qu'on est en train de parler, à Sequedin, là maintenant, je suis sûr qu'il y a des cas de ce type-là, actuellement. Et donc voilà des réflexions qu'on peut avoir. Et donc ce que je vous propose, c'est de parler de tous ces, de l'humeur, de la dépression de l'ado. Qu'est-ce qu'on évoque exactement quand on parle de troubles bipolaires chez l'ado? Et vous savez que ce n'est pas consensuel, toujours pas. Il y a, il y a une école qui n'est pas consensuelle en France autour de ces diagnostics, ce qui peut expliquer aussi que ces diagnostics sont rarement posés dans notre pays. Les nouvelles thérapies, et surtout dans les nouvelles thérapies, dans un contexte aussi de prévention. Comment repérer des jeunes à risque? Et est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui, avec ces jeunes à risque, de peut-être éviter l'évolution vers la maladie pendant qu'il est encore temps? Et ça, c'est une question que je me pose donc depuis des années, à laquelle je n'ai pas de réponse simple, vous l'imaginez, mais qui est pour moi un enjeu majeur de santé publique. Alors ce que je vous propose, c'est de rediscuter de qu'est-ce que l'humeur. Et d'ailleurs, cette question-là, elle est compliquée à poser quand je la pose à un ado. Et ton moral? Comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te sens bien? Quel est le ressenti? Les ados ont de plus en plus de mal à avoir une capacité d'introspection, une capacité de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux. Peut-être la nouvelle éducation, les nouvelles façons de penser, une culture différente des images, mais de plus en plus de difficultés. On a tous, bien évidemment, une humeur qui varie et qui fluctue. Cette semaine est particulière, c'est la semaine de rentrée des classes. Ça veut dire qu'on passe de la joie d'être en vacances, ouais, c'est les vacances, c'est l'été, on est en vacances à la piscine avec ses parents, à Saint-Raphaël, on saute dans l'eau, on se bronze, on s'est fait des amis, des amours de vacances, et puis boum! Oh merde, c'est la rentrée, on est le lundi 4 septembre. Je connais personne, j'ose pas y aller, je vais avoir des profs. Oh non, mes profs ils sont pas bien, mon emploi du temps il est nul, maman. Donc bien évidemment que ces mouvements de l'humeur sont tout à fait normaux et vous le voyez très liés à notre environnement. Ah, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ah, qu'est-ce que je vis? Est-ce que je vis un chagrin d'amour ou au contraire suis-je dans l'euphorie de nouvelles amours? Donc on a des humeurs qui varient. Mais pour certains, ces humeurs sortent de la norme. Et on va se retrouver dans une humeur qui descend, et qui va se manifester par une souffrance psychique qui n'est plus adaptée. De manière globale, on va parler d'une maladie en médecine à partir du moment où les symptômes que nous avons interfèrent gravement avec notre fonctionnement habituel. J'ai une grippe majeure, je suis cloué au fond de mon lit et je ne peux plus travailler. Mais je sais que c'est pour un petit temps, dans quelques jours ça va passer, mon médecin m'a donné un traitement. Donc vous voyez, et la dépression c'est exactement ça. On est à un moment dans un état, et M. Koubel en parlait très bien, dans les moments où il sentait bien qu'il n'était plus dans ses capacités à faire exactement ce qu'il peut faire dans sa vie lorsque l'humeur est parfaitement stable. Eh bien on a une interférence clair avec le fonctionnement quotidien. Et on ne peut plus fonctionner avec des conséquences qui peuvent être majeures, qui peuvent être une déscolarisation, des idées suicidaires et des passages à l'acte, des addictions. Le film que je n'avais jamais vu est très émouvant et troublant et magnifique, le témoignage de la patiente. Je reviens à ce que Dr Havé nous disait très bien à l'instant. Vous voyez, ce qui va être difficile pour le médecin généraliste, je pense, mais dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. La dépression, ok, il n'y a pas de problème, on sait bien soigner, on met en place les entretiens, le soutien psychologique, la psychothérapie de soutien, le traitement, par exemple antidépresseur. Et là, Laure, elle s'appelle, je pense. Laure nous dit au Cap d'Agde, j'ai été couché avec n'importe qui, j'ai 2 ans d'alcool et où je me retrouve dans des conduites addictives, j'ai des jeux pathologiques, aujourd'hui sur Internet aussi, des gens qui se ruinent sur Winamax, en jouant au poker, des sommes complètement aberrantes et interférant avec leur fonctionnement quotidien. Et là, on se dit, attends, ça rentre pas dans les cases de la dépression, c'est quoi cette histoire? Je connais bien la patiente,
c'est pas normal ce qu'elle me raconte sur ce qu'elle a fait avec tous ses partenaires sexuels. Et donc là, c'est là que on peut se dire, il y a quelque chose qui va pas, ce n'est pas que de la dépression. Et vous allez voir que ces accès hypomaniaques, là aussi, on va passer sur une élation de l'humeur qui peut être adaptée lorsque votre ado rentre à la maison, vous le sentez tout en foufelle, comme on dit dans le Nord, et puis là, il vous raconte « Maman, je vais te montrer une photo de Jessica ». C'est une fille de ma classe, elle est trop bien, et regarde, elle m'a envoyé un SMS, on sort ensemble, je t'aime, JTM, je te kiffe, KIF, ou pour les joueurs de Scrabble, vous savez, un kiffer avec un F ou deux F, ça vaut le coup au Scrabble avec le K à 10 points, je vous le conseille. Et donc on a là, il n'y a plus d'écran ? C'est moi qui ai appuyé sur un mauvais bouton ? Bon, donc voilà, il y a ce côté, là c'est normal l'euphorie des premiers amours, donc là on est dans une euphorie adaptée qui peut quand même un petit peu interférer quand on est fou amoureux en quatrième et qu'on se met à penser qu'à Jessica et à ne plus penser au boulot, mais malgré tout on doit pouvoir se sortir de tout ça. Et là on passe en accès hypomaniaque lorsque l'humeur devient complètement inadaptée. Et là on va avoir une euphorie, une tachypsychie. Une anecdote qui me revient. Un jeune que je voyais hyper pudique, et c'est la maman qui m'avait raconté ça après coup, et elles entendent du bruit, les parents, leur fils unique de 13 ans, 14 ans est en bas, et ils entendent du bruit. Ils sont paniqués et ils sont persuadés que c'est un cambrioleur dans la maison parce qu'ils entendent des meubles, des bruits en bas. Donc ils descendent en tremblant, le père a pris une sorte de planche pour descendre, et là ils voient leur fils nu, dans le salon, en train de changer tous les meubles, et le fils, alors que les parents ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais tout nu? Qu'est-ce que tu fais là? On a cru que c'était un cambrioleur, mais qu'est-ce que tu fais? Mais rhabille-toi !»« Ah non, maman, t'inquiète pas, j'ai vu Valérie Damido à la télé, je suis en train de tout déménager, j'ai trouvé exactement comment, en feng shui, on va réaménager le salon. » Et dans un accès hypomaniaque clair, quand il me raconte les parents, il parle vite, il est tout fou, pourquoi tout nu, et il est en train de changer tous les meubles de la maison. Et les parents ont un mal fou à le remettre au lit. Et le lendemain, il ne se souvient plus très bien ce qui s'est passé. Donc quelquefois des accès bizarres qui durent comme ça quelques heures. Et donc vous voyez, on a des phénomènes comme ça. On a, autre anecdote qui me viennent en tête, des souvenirs marquants, là aussi c'était à Pierre-Mal en consultation, donc au CHR de Lille, un jeune qui fait une tentative de pendaison et on me l'adresse pour ça. Et le jeune qui fait une tentative de pendaison, il me raconte son histoire, il a du mal au début et il me dit « Je ne sais pas si je vais oser vous le dire, je ne sais pas si je vais vous le dire. » Je le mets en confiance, il peut m'expliquer qu'il s'est mis tout nu, encore une fois. Beaucoup d'hypersexualisation, beaucoup de choses comme ça dans la classe. Et en érection, parce que des filles de la classe lui demandaient, ils sont en cours d'informatique, ils tapent au clavier en érection sur son clavier d'ordinateur. Mais dans un état clairement maniaque. Après coup, bien sûr, parce qu'on ne fait pas de diagnostic sur le coup. Et vous imaginez la honte totale, les moqueries à l'école, tout ce qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ce jeune, dans cette honte indicible, se dit « j'ai plus qu'à mourir » et on le retrouve hospitalisé après une tentative de pendaison. Vous voyez plein d'anecdotes comme ça, et je pourrais vous en raconter malheureusement des dizaines et des dizaines de situations totalement incongrues souvent, et qui doivent nous interpeller. En disant, qu'est-ce qui s'est passé chez ce jeune? Et on va réfléchir à tout ça. Et vous voyez que le trouble bipolaire classique, tel qu'on le voit, bipolaire, parce que bipôle, on peut avoir un pôle maniaque, où on va être très très haut, et donc ce que je viens de décrire. Ensuite, pendant toute une période, des semaines, des mois, tout va bien. Et à un moment, paf, on tombe dans un état dépressif. Et ensuite, on va avoir une nouvelle période où ça va, et on va tomber dans un épisode, ce qu'on appelle les épisodes mixtes, où on est à la fois dépressif et maniaque. Compliqué à expliquer. C'est le patient qui va être par exemple dans le cabinet du médecin en disant « je suis énervé, mais je vais mourir, j'en peux plus, je pense à la mort, et puis en même temps je dors plus, et puis j'ai plus que la mort en tête, et puis je suis triste et je suis pas bien ». Et vous voyez qu'il y a un mélange de tristesse, d'idées suicidaires, et de côté speed, et de côté je dors plus, je suis énervé, je bois de l'alcool. Et ça, ce sont des situations qui peuvent être des urgences psychiatriques, parce que le patient est à la fois speed, et donc tout à fait capable de passage à l'acte à tout moment, et en même temps suicidaire. Donc on est sur des phénomènes qu'on voit aussi classiquement et qu'on peut voir très tôt. Et troubles bipolaires 2 sont des formes
contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui ne sont pas des formes atténuées. On sait par exemple que le risque relatif, par exemple, de risque suicidaire est très peu différent entre trouble bipolaire 1 et trouble bipolaire 2. On a des conséquences aussi, mais là, ce sont des considérations qui vont faire évoquer des différents sous-types. Il y a d'autres sous-types de troubles bipolaires qui ne sont pas très importants, parce que là, ensuite, ça va être des considérations, je dirais, médicales de spécialistes, mais qui vont être en revanche très importantes en termes de stratégie de soins. On ne va pas avoir, par exemple, le même thymorégulateur qu'on va mettre en fonction des troubles de type bipolaire aujourd'hui. Donc on a beaucoup d'avancées dans ce domaine-là aussi. Donc vous voyez que la dépression, on l'a dit depuis tout à l'heure, hein, c'est un Français sur 5 a souffert, souffre ou souffrira de dépression. Là on parle d'une dépression, d'un épisode dépressif caractérisé, la vraie grosse dépression. Hein, c'est une pathologie qui engage le pronostic vital. On soigne, c'est une maladie mortelle. D'où l'importance de se dire, évidemment, c'est une maladie à prendre avec énormément de présence, de soins. La souffrance est durable avec chronicisation et le risque de récidive double, on peut dire, à chaque dépression. On a, contrairement aussi à ce qu'on peut penser, la dépression n'est pas un épisode unique, mais dans la plupart des cas, la dépression risque de récidiver. Et au fur et à mesure, et on sait aujourd'hui, je vais vous en expliquer un peu pourquoi, la dépression risque de récidiver. Les médecins généralistes ne sont pas bien formés à la psychiatrie, c'est ce qu'évoquait Dr Havé, hein, sur le certificat de psychiatrie. Aujourd'hui, au cours des études de médecine, c'est combien d'heures, Pierre, d'enseignement en tout, le certificat de psychiatrie, aujourd'hui? C'est une cinquantaine d'heures, je pense. Oui. Oui. Donc c'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je dirais, entre le nombre d'heures de formation qu'on a en psychiatrie et ensuite le taux de patients en souffrance psychique qui arrivent chez le médecin généraliste, par exemple, et qui peut être, au sens large, peut-être, je sais pas, 30-40%, hein, je pense, hein, dans beaucoup de cas, de patients qui viennent pour parfois d'autres choses. Ça peut être douleur chronique et dépression chronique, par exemple. Et donc, on a un taux de souffrance psychique qui est gigantesque. La logique serait que 30 à 40% de la formation des études de médecine soit consacrée à la souffrance psychique. Donc vous voyez, on a cet élément-là qui est important. Ça, c'est un point important aussi. C'est ce qu'on appelle la taille d'effet. La taille d'effet, là aussi, ce sont des considérations statistiques. Hein, pour les anglo-saxons appellent effect size. Et c'est le niveau d'efficacité d'un traitement. On pourrait dire de manière très simpliste. C'est-à-dire qu'on prend, par exemple, une valeur avant le traitement, une valeur après le traitement, par exemple, d'une évaluation de l'intensité d'une dépression. Et on peut mesurer de manière assez réaliste l'efficacité d'un médicament, mais aussi d'une psychothérapie. Et ce qui est très important dans la dépression, c'est que les meilleurs antidépresseurs ont une taille d'effet, vous voyez, ça pourrait aller jusqu'à 1, de 0,20 à 0,40. Et les psychothérapies efficaces, elles sont à plus de 0,60. Ça veut dire que la première intention dans l'enjeu et dans les thérapies de soins doivent être de se former aux psychothérapies. Alors c'est une évidence pour les psychologues qui sont dans la salle, pour les psychiatres. Moi je prêche depuis longtemps et j'essaie de contribuer à former aussi les médecins généralistes à des formes de psychothérapie. Par exemple, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, des formes de psychothérapie interpersonnelle qui ont démontré leur efficacité très clairement et qui peuvent être absolument appliquées en médecine générale. Parce que ce sont les traitements les plus efficaces. Oui, contrairement à ce que peut-être on pensait dans les années 90, on peut aussi co-soigner un patient bipolaire par la psychothérapie. Je ne suis pas en train de dire que la psychothérapie va remplacer le lithium ou le thymorégulateur. C'est une synergie entre le traitement et les psychothérapies efficaces. Et on va en parler. Donc vous voyez que les jeunes ayant un parent aux antécédents de dépression ont 6 fois plus de risques de développer une dépression. Il y a ce qu'on appelle une héritabilité génétique importante dans la dépression. Et donc, une question aussi à poser quand on sent un jeune qui ne va pas bien. Et dans la famille, tu connais, ou on va demander aux parents, est-ce qu'il y a des personnes fragiles vis-à-vis de la dépression en général? Et on va retrouver souvent ces chiffres-là. Hein, ce qui est évoqué tout à l'heure, M. Koubel, c'est que, vous voyez, à l'âge de 18 ans, 25% ont déjà traversé au moins un épisode dépressif majeur, selon des études, quand on interroge rétrospectivement des ados. Et 30% des jeunes dépressifs inaugurent un trouble bipolaire, selon les études anglo-saxonnes. C'est-à-dire que si je vois, moi, un ado de 14 ans aujourd'hui et que je diagnostique une dépression, je dois avoir en tête qu'il y a 30% de probabilité que ce ne soit pas une dépression seulement, mais peut-être qu'il inaugure là
un trouble bipolaire, qui a forcément commencé soit par une dépression, soit par un accès maniaque ou hypomaniaque. Et donc, ça doit me faire réfléchir à la stratégie thérapeutique que je vais utiliser. Parce que si je le mets sous antidépresseur et qu'il est dans ces 30%, il va faire quoi? Un virage maniaque au bout de 2 jours. Donc s'il est hospitalisé dans une clinique, on va pouvoir le repérer tout de suite. Si le médecin généraliste met un traitement antidépresseur chez un patient et qu'il le perd de vue ensuite parce que le patient est dans un virage maniaque et il est parti au Cap d'Agde comme Laure dont on parlait tout à l'heure, eh bien on le perd de vue et il peut se perdre lui aussi dans des conduites à risque et dans des conduites suicidaires. Et donc vous voyez, c'est une sacrée question à poser. L'épisode dépressif majeur chez l'ado, enfin, en général, ça c'est chez l'adulte, vous voyez, avec, j'insiste sur ce côté-là, une tristesse de plus en plus rarement exprimée. Dans notre société, on n'est plus dans être ou ne pas être, mais dans paraître ou ne pas être. Il faut paraître fort, il faut paraître beau, bronzé, famille Kardashian, quoi, ou paraître les ch'tis contre les Marseillais, avec des tatouages partout, du bronzage. On n'a pas le droit de déprimer quand même dans notre société. Il faut paraître comme on paraît sur son mur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Regardez les jeunes en vacances, ils ne profitent pas de leurs vacances. Quand ils trouvent un beau lieu, un lieu sympa, un cocotier à prendre en photo, selfie, posé au calme, et ils envoient. Ce qui compte, c'est de l'envoyer aux autres et de regarder dans les 5 minutes qui viennent combien de j'aime j'ai eu. Et s'il n'y a pas eu de commentaires des autres, c'est le début de l'effondrement dépressif. Et donc on est vraiment, on voit bien le côté paraître, ce qui peut expliquer que la tristesse est de plus en plus rarement exprimée, que beaucoup de déprimés aujourd'hui, ils viennent voir Dr AV en disant Docteur AV, je viens vous revoir là, parce que j'ai mal au dos là, comme l'année dernière. Et puis, vous savez, avec ce mal au dos, là, vous voyez, ça me lance comme ça. Avec ce mal au dos, forcément, je dors plus. Parce que je dors plus, parce que ça me lance pendant la nuit. Je peux vous dire que la libido avec ma femme en ce moment, c'est 0, parce qu'avec le mal que j'ai, je fais que je dorme plus, j'ai plus rien, j'ai plus de goût, puis je peux plus faire grand chose. Vous savez, j'ai plus d'appétit parce que ça me lance trop. Et puis avec les médocs que vous m'avez donnés, là, tous les antidouleurs, là, ça m'a coupé l'appétit. J'ai perdu 4 kilos. Vous voyez que je suis en train de vous décrire la diapo. Mais si Dr AV a le malheur de dire au patient, et le moral, ah non docteur, commencez pas comme ma femme, vous allez me dire quoi, que je suis déprimé? Non mais ça va, je viens vous voir pour du mal au dos, donc je veux mon voisin, il y a eu de la mésothérapie, des choses comme ça. Donc on est dans une forme de déni aussi de la dépression aujourd'hui, ce qui rend compliqué le boulot des médecins, des psychologues, des soignants en général. Et chez l'ado, on a un trépied de symptômes qui passe par irritabilité, somatisation et chute des résultats scolaires. Donc l'irritabilité, c'est le jeune, il y a une cassure par rapport à son caractère habituel et il se met à péter les plombs pour un rien. C'est la jeune fille qui arrive en bas, anecdote que j'ai entendue hier par une jeune fille dans la clinique. J'arrive, mes parents m'appellent pour manger, on s'installe à table et je suis en chaussettes et j'ai un tout petit trou à la chaussette. Et mon petit frère il fait t'as un trou à ta chaussette, ouais ta gueule toi. Fous-moi la paix, elle lui prend son assiette, elle le balance par terre, elle commence à dire vous me faites tous chier, elle claque la porte, elle s'en va. Les parents, dans une famille où tous les enfants étaient bien élevés, c'est pas du tout le genre de la maison. Tout le monde est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est encore passé? Le petit frère pleure, il voulait juste titiller sa petite sœur parce qu'il aime sa grande sœur, parce qu'il aime sa grande sœur. Et ça part en live, ça part en vrille, comme disent les jeunes, dans une irritabilité pathologique. Vous voyez une irritabilité qui paraît inadaptée et disproportionnée par rapport à la petite anecdote. Les somatisations, c'est la jeune fille qui va arriver auprès de l'infirmière scolaire en disant j'ai mal au ventre, ou elle perd connaissance à l'intercours, ou elle risque de tomber dans les pommes, crise d'angoisse, phénomènes qui se poursuivent comme ça. L'infirmière scolaire va dire allez voir quand même votre médecin généraliste. Et vous voyez qu'il n'y a pas de tristesse énoncée dans tout ça. Mais c'est la jeune fille qui va avoir mal au ventre, qui a une irritabilité, une chute des résultats scolaires. Cette chute des résultats scolaires, elle s'explique bien sûr par plein de points. Il y a un ralentissement cognitif dans une dépression. Le cerveau commence à tourner au ralenti. Il y a une démotivation. J'ai plus de goût à rien. J'ai plus envie de bosser. À quoi ça sert de toute façon puisque je suis nul? Il y a une dévalorisation, un manque de confiance. Et l'un des signes, c'est l'adolescente dont je parlais là à l'instant avec son trou à la chaussette, qui avait 16 de moyenne en 6e, 5e, 4e. Et puis là, en 3e, elle est passée à 11, puis 9, puis 7 de moyenne et puis elle ne veut plus aller en cours. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça peut être tout à fait ça des phénomènes dépressifs qu'on va rechercher chez ces adolescents. Il peut y avoir d'autres signes comme l'hyperphagie, l'hypersomnie. Alors je les mets parce que ça c'est pas caractéristique de la dépression de l'adulte. Chez un ado, on va avoir une prise de poids.
l'adolescente qui prend 8 kilos. En ayant dans des boulimies anxieuses, comme une sorte de contenance, une façon de gérer l'angoisse, la souffrance psychique. Ça peut être une hypersomnie aussi, sur l'ado qu'on n'arrive plus à réveiller le matin, qui est en décalage de phase, qui se couche beaucoup plus tard, qui joue à l'ordi jusqu'à 4 heures du matin et qu'on n'arrive pas à réveiller le matin pour aller à l'école. Donc ce sont des phénomènes qu'on va rechercher, et ainsi que les conduites addictives parasuicidaires. Un autre point, vous voyez, dans l'irritabilité pathologique, une autre étude qui a été faite aux États-Unis, là dans des centres d'encadrement renforcés. Ce serait l'équivalent de ça en France. On va chercher des jeunes dans des centres d'encadrement renforcés et on recherche et on fait une évaluation des entretiens qu'on appelle semi-structurés. On recherche, est-ce que ces jeunes qui ne sont pas là pour ça, ils arrivent en centre d'encadrement renforcé aux États-Unis parce qu'ils ont cramé une bagnole, ils se sont retrouvés dans des, dans des deals de drogue, et donc c'est une sorte de centre précarcéral. Et vous voyez, quand on recherche chez des jeunes dans ce centre d'encadrement, on trouve 42% de troubles de l'humeur, dont 10 souffrant de dépression, 10 souffrant d'accès maniaque, et certains qui sont en état mixte. C'est très proche de ce que nous disait le professeur Thomas tout à l'heure sur les 70 personnes incarcérées dans notre région actuellement à Sequedin et qui ont besoin de soins avant tout. Donc vous voyez, et ça commence donc dès le plus jeune âge. Un point inquiétant et qui a profondément modifié notre façon de voir, vous voyez, c'est les apports de la neuroimagerie. Quand on regarde en neuroimagerie le fonctionnement du cerveau en direct, par exemple sur un PET scan, eh bien on voit que le cerveau dans une dépression, il n'est pas du tout dans le fonctionnement d'un cerveau d'une personne guérie ou non déprimée. On a des zones qui s'éteignent dans le cerveau, en particulier le cortex frontal. Vous voyez, ça c'est une coupe sagittale, c'est-à-dire que la coupe est comme ça, là, comme je suis, et puis on voit que l'avant du cerveau s'éteint. Donc on a aujourd'hui des preuves par l'image pour dire que la dépression, on ne doit pas la considérer comme une maladie psychologique, mais une maladie médico-psychologique. Il y a une part organique aussi, c'est ce qui explique d'ailleurs que certains traitements antidépresseurs, certaines nouvelles formes de thérapie, comme par exemple la stimulation magnétique transcrânienne, au cours de laquelle on va stimuler avec des aimants cette zone-là. Rappelons-nous de nos cours de physique, un aimant va créer un champ électrique. Un champ électrique peut créer un champ magnétique. La première stimulation magnétique transcrânienne que vous avez dans votre poche, là, parce que vous en avez une sur vous directement, c'est votre portable. Et dont les conséquences qu'on évoque parfois, un peu moins en ce moment. Mais pendant des années, on se dit, il y a peut-être un risque de cancer avec nos téléphones portables. Effectivement, ça crée des champs magnétiques et des champs électriques dans le cerveau. Mais on va pouvoir s'en servir quelquefois sur le plan thérapeutique. Donc ce point du cerveau qui fonctionne différemment, c'est ça les études inquiétantes. Ces études inquiétantes montrent que par exemple, vous voyez en abscisse, vous avez le nombre de jours passés dans la dépression, dans la vie d'un patient, par exemple dépressif chronique ou bipolaire, et en ordonnée, vous avez le volume d'une zone du cerveau qui ressemble un peu à un hippocampe, et c'est pour ça que les neurologues il y a des anciens l'ont appelé l'hippocampe cérébral, qui est une zone primordiale pour les psychiatres, parce que c'est une zone qui a des rôles majeurs dans la mémoire, dans l'émotion, dans les traumatismes. Et regardez ce qui se passe, eh bien on sait depuis quelque temps, c'est assez récent quand même dans l'histoire de la médecine, qu'au plus on laisse évoluer une dépression, au plus on s'abîme le cerveau, et des zones du cerveau s'atrophient. Pas que l'hippocampe, mais des zones du cerveau s'atrophient. Mais vous allez me dire, oui, mais peut-être que chez l'enfant et l'ado, c'est plus tranquille parce qu'il est en pleine ébullition cérébrale. Eh bien, malheureusement, non. Regardez les études chez l'enfant et l'adolescent. C'est une diminution bilatérale du volume d'une autre zone du cerveau qui ressemble à une amande, d'où son nom amygdale. Et regardez, par exemple, ça, c'est des sujets en bonne santé, healthy subjects. Et ça, c'est le sujet qui a fait une dépression. Et chez ces enfants, regardez, il y a une baisse du volume de certaines zones cérébrales. Dans l'état actuel des choses, il ne semble pas y avoir de restitution ad intégrum, c'est-à-dire est-ce que quand le patient est guéri, le niveau du volume du cerveau revient? Malheureusement, non. Donc vous voyez, quand on a ces données-là, on doit se dire en tant que médecin, en tant que soignant, en tant que parent, en tant que citoyen, on ne peut pas laisser un enfant dans une dépression parce qu'il est en train de s'abîmer le cerveau. D'où l'importance qu'on puisse le soigner. En psychothérapie, je ne suis pas en train de dire forcément qu'on va tous les mettre sous médicaments. Vous vous souvenez de la diapo tout à l'heure où je montrais que la psychothérapie est plus efficace que les antidépresseurs. Donc les psychothérapies. Donc vous voyez, on a des... Et le trouble bipolaire, c'est, on le dit depuis tout à l'heure, au moins 1% de la population. C'est 30% des déprimés sont bipolaires, 80% non diagnostiqués. Là, je parle de tous les bipolaires, de l'enfant à l'âge adulte, en France. Et la partie immergée de l'iceberg, qui est si inquiétante, c'est quand on fait des méta-analyses, vous voyez qu'il y a un risque de 15 à 20% des bipolaires se suicident.
Sur 1 million de bipolaires, ça fait la ville de Lille, en nombre de gens qui risquent de se suicider ou qui vont se suicider, et d'où l'enjeu absolument majeur de santé publique. Les espérances de vie qui sont diminuées, les risques de conduite addictive, c'est Laure qui nous disait tout à l'heure ses problèmes d'alcool, où elle s'est enfermée dans les addictions au jeu et à l'alcool, les vies professionnelles, personnelles détruites, ou Laure qui dit toujours « je suis toujours amoureuse de mon mari », mais le mari qui a sa femme, qui a plongé dans l'alcool, qui a fait plein d'autres partenaires sexuels, évidemment qu'il y a des histoires de rupture, de souffrance amoureuse, de souffrance familiale. Et sa fille, on sent sa culpabilité. Elle a dû faire souffrir sa fille. C'est pas de sa faute, c'est la maladie, c'est pas elle. Le pédopsychiatre là qui lui disait c'est pas votre fille le problème, c'est vous. Non, je suis absolument pas d'accord avec ça. C'est pas votre fille le problème, c'est votre trouble. Et là, moi, en tant que médecin, je vais vous soigner et on va faire en sorte que vous puissiez être stabilisé par votre trouble. Parce que qu'est-ce que ça a comme sens de culpabiliser la mère en disant c'est vous qui êtes coupable, à ce moment-là, quand j'ai une grippe, c'est moi qui suis coupable. Je suis un gros con parce que j'ai une grippe. Vous voyez, donc ça n'a pas de sens. Donc je passe ces diapos-là parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez, ça peut être la vie d'un patient bipolaire. Et chez un enfant ou chez un ado, ce qu'on a remarqué, donc là on parlerait de cycle rapide, imaginons que ce soit sur une année, quelqu'un qui a fait plein de troubles comme ça, au-dessus de 4 épisodes par an, on va parler d'un trouble bipolaire à cycle rapide. Là aussi c'est un côté technique, mais là aussi on ne va pas mettre le même traitement. Par exemple le lithium n'est pas top quand on a un trouble bipolaire à cycle rapide. Mais juste anecdote, aucun intérêt de le mémoriser, mais pour vous dire que les médecins réfléchissent au traitement en fonction de tout ça. Enquête rétrospective qui date déjà de 1994. On a posé des questions à des patients bipolaires, et M. Koubel nous parlait de sa vie personnelle et de son trouble tout à l'heure. Eh bien, 59% des patients bipolaires disent « mais moi, vous savez, dans mon adolescence, j'avais déjà fait des dépressions, tentatives de suicide. » Donc vous voyez, plus de la moitié commencent durant leur adolescence, voire certains, et vous allez voir, le disent dans l'enfance. Enquête toujours rétrospective, refaite en 2004. Un énorme plan de recherche là-dessus qui s'appelait STEP, BD aux États-Unis. 56% débutent avant 18 ans, vous voyez un chiffre très proche, dont 28% avant 13 ans. Sur une enquête toujours rétrospective. Mais le problème des enquêtes rétrospectives, c'est-à-dire, vous voyez ce que ça veut dire, je vous vois aujourd'hui et je vous demande, mais comment vous étiez ado ? Le problème, c'est que c'est un diagnostic un peu flou, parce qu'on va quand même se baser sur est-ce que vous avez déjà fait des tentatives de suicide, est-ce que vous aviez été diagnostiqué comme dépression. Mais les études les plus intéressantes et les plus fortes sont les études prospectives. C'est-à-dire que là, on va prendre 1068 jeunes bipolaires de moins de 13 ans, comparé à 1187 bipolaires de plus de 18 ans. Et on fait une étude prospective pour voir quel est l'impact quand le trouble bipolaire a commencé jeune. Eh bien, vous voyez que au plus ça commence tôt, comme beaucoup de maladies, c'est un modèle de médecine très classique, au plus le pronostic est complexe. Donc ça, c'est un point important. D'où l'importance que le pédopsychiatre puisse être là rapidement sur le coup. Le DUB, ça n'existe pas en vrai, mais je m'amuse à reprendre ce que dans les études sur les psychoses, les anglo-saxons appellent DUP, pour Duration of Untreated Psychosis, le temps de la psychose non traitée. Et on sait qu'au plus ce temps est long, entre le début, par exemple, chez un patient psychotique, des hallucinations du délire, et la première fois où il va avoir un traitement adapté, eh bien, ça va jouer énormément sur le pronostic. Eh bien, c'est la même chose sur les troubles bipolaires. Donc, la DUB de M. Koubel, si je peux me permettre, si j'ai bien compris, ça a été de 30 ans. C'est ça ? La vôtre, c'est DUB égale 30 ans chez M. Koubel. Avec probablement des conséquences importantes sur... souvent, ça commence, vous voyez, par une hypomanie chez les jeunes un peu plus vieux, et ça va commencer par une dépression chez les plus jeunes. Autre chose, des liens, ça c'est important en pédopsychiatrie, entre le TDAH, l'hyperactivité de l'enfant hyperactif, et le trouble bipolaire. Vous voyez, 47% des adultes présentant un TDAH ont une comorbidité bipolaire. 21% des adultes bipolaires, quand on recherche des troubles de type déficit de l'attention hyperactivité, ont également un TDAH associé. Quel est le lien entre les deux ? Encore beaucoup d'inconnus et beaucoup de recherches encore dans ce domaine. Ce qu'on sait, vous voyez, sur le suivi prospectif de 2003 à 2010, de 1267 ados hyperactifs, comparé à 5640 contrôles. Ce sont des études assez récentes, qui datent de 2013. Eh bien, quand on les suit comme ça pendant des années, on s'aperçoit que le risque de développer un trouble bipolaire est multiplié par 5. C'est énorme. C'est-à-dire que moi, tous les patients qui ont un TDAH que je suis, j'ai ça en tête. Absolument. Mais ça, c'est des données qui sont très peu connues.
Or, il y a un risque multiplié par 5, ce qui est énorme. Ce n'est pas plus 5%, hein, c'est 500% d'augmentation du risque. Donc, et l'état des lieux, c'est ça. Le problème, c'est que le diagnostic de trouble bipolaire est rarissime dans cette classe d'âge. Or, c'est au moins 1%. Or, 20 à 40%, et même plus sur les études dont je vous parlais tout à l'heure, nous disent « Mais moi, j'ai commencé dans mon enfance ou dans mon adolescence. Qu'est-ce que c'est que ce hiatus ? Comment ça se fait qu'il y a une telle différence entre ce qu'on fait, nous, dans notre pratique, dans un CMP enfant ou ado, et les chiffres et les faits et ce qu'on connaît. D'où l'importance des associations et du boulot énorme des associations. Donc, il y a plusieurs associations qui peuvent être contactées. L'accès hypomaniaque de l'ado, du pré-ado, ça c'est une maman qui m'a écrit ça, qui a fait beaucoup de fautes. Mais ce qui est important, c'est qu'elle me dit, voilà, donc c'est un jeune que je suivais à Waterloo, c'est pour ça qu'il y a un professeur de néerlandais, parce qu'il est à l'école juste de l'autre côté de la frontière en Belgique. Donc il tutoie son professeur de néerlandais, il a décidé qu'il ne voulait pas apprendre, donc familiarité déplacée, irrespect, s'estime au-dessus des lois, agitation motrice. Ensuite, la maman, parlant de son fils, elle me dit, voyez, il se vante à des gens, à des copains qu'il a fumé, volé et toutes ces bêtises. Il a 9 ans. L'enfant. Fanfaronne, mégalomanie, pulsion addictive à 9 ans. Ensuite, dans une furie furieuse chez le médecin pour faire un rappel de vaccin, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou s'il y avait des anecdotes comme ça, docteur Havé, il a commencé à courir dans le couloir en criant « Au secours les gens, venez me chercher, elle veut me tuer », des choses comme ça. Il se met dans des états comme ça, d'énervement théâtraux. Donc là, on a ce jeune enfant qui a des phases de furie dans un contexte d'accélération psychomotrice. Et le pire est à venir, voilà, il y en a encore une pire. Donc son grand-père vient de mourir. Il y a 15 jours, et la famille se réunit chez la grand-mère pour se recueillir 15 jours après l'enterrement. Il va dans la salle de bain où sont les toilettes, il revient avec la brosse des toilettes et il dit à ma mère « Je te bénis au nom du Père et du Fils ». Ma mère était toute mouillée. Donc dans un accès, vous voyez, de choses complètement déplacées, d'une sorte de comportement inadapté. Il a dû faire l'association entre le goupillon du prêtre le jour de l'enterrement et la brosse à chiottes. Donc vous voyez, comportement inadapté, incongru. Donc vous voyez, c'est du vrai ça. C'est de la réalité, c'est la maman qui m'écrit tout ça. Et donc le pire est ça, toujours cet enfant de 9 ans, il avait mis un short en dessous de son pantalon et arrivé en classe, il est monté sur sa table qui était face au bureau de la maîtresse, a tiré son pantalon et en sautant sur le bureau de la maîtresse lui a dit « Tu me suces, sale pute ». Donc à 9 ans, le premier réflexe d'un pédopsychiatre dans ces cas-là va dire « C'est un enfant qui a probablement, potentiellement vécu des abus sexuels ». Comment ça se fait? Identification à l'agresseur, bien sûr qu'on va rechercher ça. On n'a pas trouvé chez cet enfant. Ce qu'on a trouvé, c'est que la maman m'en avait absolument pas parlé parce que les parents étaient séparés. Le père est suivi pour trouble bipolaire dans une autre région. Ils se sont séparés et la maman ne voulait pas en parler parce que pour elle, ça n'avait rien à voir. Si, ça peut avoir à voir. Parce que souvent, il y a effectivement des histoires familiales. Donc des inhibitions sexuelles, irrespect. Vous voyez que cette hypersexualité, elle commence super tôt. Dans ce côté de trouble bipolaire, pulsion sexuelle incontrôlée, incongrue. L'enfant avait vu sur Internet des YouPorn et autres, est très perturbé par tous ces phénomènes-là. Parce qu'aujourd'hui, un enfant de 9 ans, il va avoir accès. Et vous savez qu'on estime qu'au moins la moitié des enfants en fin d'école primaire ont déjà vu des films porno aujourd'hui. Donc avec l'impact que ça peut avoir sur leur santé. Donc là, les troubles bipolaires chez les jeunes, ça peut être extrêmement court et encore plus en cycle que j'appellerais ultra rapide. Je vous parlais tout à l'heure, c'est du jeune qui a déménagé la maison là, vers les rides d'Amido. Eh bien, ça a duré une nuit, son accès maniaque. Donc, on ne peut pas le considérer comme un accès maniaque dans les recherches. Parce qu'un accès maniaque d'une nuit, ça n'existe pas. Si, ça existe peut-être, mais chez le préado. Mais donc, dans les critères de recherche, ça n'existe pas. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Je repasse pas cette diapo. Les retentissements du trouble bipolaire, c'est évident. Regardez sur les risques de conduite addictive dès le plus jeune âge. Risque d'abus de drogue chez l'ado de 13 ans non bipolaire aux États-Unis, il est déjà important, il est de 7%. Vous prenez un ado de 13 ans aux États-Unis, 7% déjà qui sont dans des conduites addictives de substances psychoactives. Parce que si on comptait les cyberaddictions, on en aurait beaucoup plus. Et risque d'abus de drogue chez l'ado de 13 ans bipolaire, multiplié par 5, à peu près. Donc ça aussi, on doit avoir en tête, tiens, l'ado de 13 ans qui fume du cannabis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut que dans mon screening diagnostique, je recherche des troubles de l'humeur et potentiellement, pourquoi pas, un trouble bipolaire. Antécédent de tentative de suicide, trouble bipolaire sans addiction chez des jeunes, c'est 24%. Et trouble bipolaire compliqué de conduite addictive, on passe à 40% de risque suicidaire. Donc, vous voyez, l'association de ces troubles rend le risque encore plus élevé.
Comment les nouvelles thérapies bouleversent nos pratiques pour cette dernière partie? Parce qu'on a plein de choses nouvelles, c'est ça qui est bien. Actuellement, on est dans une période passionnante parce que la psychiatrie est en pleine effervescence, elle est en ébullition. Il y a plein de nouvelles thérapies, de nouvelles connaissances au niveau voilà, de la neuroimagerie dont l'un des spécialistes internationaux est avec nous présent, professeur Thomas. Et donc on a plein de choses nouvelles et on pourrait en parler beaucoup. Alors moi, ce qui m'importe aussi, c'est le repérage précoce en tant que pédopsychiatre. Parce que qu'est-ce qu'on repère chez ces jeunes? Et ça vient aussi de mes premières consultations où tous les patients que je suivais pour les troubles de l'humeur, dans mon début de pédopsychiatrie, je les trouvais fascinants, pleins d'émotions, extrêmement attachants. Et c'était très réciproque. Les parents me disaient souvent oh, « Vous savez, il est content de venir vous voir. Il parle de vous souvent, docteur. » Il y avait une sorte d'attachement, d'alliance thérapeutique très réciproque avec des jeunes passionnants qui me ramenaient des pyramides d'Égypte qu'ils avaient construites avec des caplas. Ils voulaient me le montrer en photo. Et puis d'autres étaient passionnés de K-pop et donc de la musique pop coréenne et apprennent le coréen tout seul à 11 ans et vous parlent coréen en entretien. En ayant appris tout seul une langue étrangère. Il semble qu'il y ait des liens étroits entre bipolarité et facilité pour apprendre des langues. Donc si vous parlez plusieurs langues, méfiez-vous. Donc il y a des choses comme ça qui sont encore peut-être sûrement explicables par des phénomènes neuroscientifiques, des antécédents personnels. Donc il faut rechercher bien évidemment ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez le jeune dont je vous ai montré là, les anecdotes malheureuses, des antécédents familiaux, des antécédents personnels de dépression. On voit un jeune de 13 ans et parfois les parents nous disent mais vous savez quand il avait, comme Amélie Nothomb l'a écrit dans, je pense, Métaphysique des tubes si je me souviens bien, elle raconte sa tentative de suicide à 4 ans. Et c'est autobiographique. Donc on a des cas comme ça, extrêmement précoces d'idées suicidaires chez des jeunes. Qu'est-ce que c'est ce tempérament-là dont je parle, tempérament cyclotimique hypersensitif? Ce n'est pas une maladie, c'est un fait. Il y a des gens, par exemple, prenons l'exemple à l'école. Mélissa, CE1, elle rentre de l'école un peu en pleurs, un peu pas bien. La maman qui la connaît par cœur vous dit « Qu'est-ce qui se passe, Mélissa ?» Et Mélissa vous dit tu sais, ma copine Victoria, elle me parle plus et maintenant elle est avec Samantha et Jessica et maintenant elle n'est plus ma copine. » Bon, elle raconte tout ça avec tristesse. La maman va parler avec elle va faire une forme de, ce qu'on va appeler en psychologie, une ventilation des affects, une verbalisation. Elle va lui changer les idées. Viens, on va aller. Tu sais la petite robe là que tu avais vue dans le magasin là juste avant la rentrée. On n'irait pas revoir. Ah ouais. Et puis voilà, c'est parti. Et puis elle a réussi et elle revient le soir et tout va bien. Et on a certains enfants qui, pour exactement la même anecdote, vont arriver mais pâles, vomir le soir, ne pas pouvoir dormir, faire une insomnie en disant Victoria, c'est plus ma copine. Et ça prend une proportion, vous voyez, en taux de stress énorme. Et pendant des jours, elle n'est pas bien. Comme si tout prenait une énorme ampleur. Une hyper-émotivité, une hypersensibilité. Souvent aussi, il y a une hypersensorialité. Les parents me disent, vous savez, ma fille, elle est incroyablement difficile au niveau appétit. Dès que ça a une odeur un peu trop forte, elle ne supporte pas. Dès que ça a un goût fort, c'est la galère pour la faire manger. On a souvent de l'hypersensorialité comme ça chez ces jeunes. Et probablement, ce sont des critères préalables. Donc, j'avais établi avec Dr Elie Antouche, il y a quelques années, un questionnaire de tempérament très simple que vous retrouvez facilement sur Internet. Mettez Kochman, K-O-C-H-M-A-N, tempérament, vous allez tomber sur ce questionnaire, par exemple, qui n'est pas un questionnaire de pathologie, mais qui repère un certain tempérament il y a ce qu'on appelle l'analyse en composantes principales, donne 2 dimensions. C'est-à-dire il y a une dimension hypersensible. Vous voyez, je suis tombé fréquemment amoureux dans ma vie. Devant un film, je suis très émotif. Et puis le côté énervement. Au cours d'un jeu vidéo, je réagis très vivement. J'ai beaucoup de mal à me calmer après. Le côté on s'énerve. On a des moments d'hypersensibilité et d'énervement, d'irritabilité qui seraient assez caractéristiques de ces jeunes. Quand on fait des études ensuite à partir de ça, j'avais suivi prospectivement 82 patients dépressifs pendant 5 ans. Ça avait été un travail que j'avais fait pour un DEA à l'époque, dans les années 90, fin des années 90, et on s'était aperçu que ceux qui étaient devenus bipolaires parmi les patients dépressifs, pour 30 sur 35 avaient ce tempérament préalable. Ceux qui n'étaient pas devenus bipolaires avaient beaucoup moins ce tempérament. Donc ce n'est pas une caractéristique absolue, mais ce tempérament semble être
à risque de développer un trouble bipolaire plus tard. Donc voilà les éléments que j'ai repérés dans cette étude et qui continuent à faire parler. Si vous avez chez un jeune une présence prépubère d'idées suicidaires énoncées, de tentatives de suicide prépubère, un jeune qui fait une TS à 11 ans, de conduite addictive, incluant aujourd'hui la cyberaddiction. Jeunes qui sont complètement accrochés à leur écran, à leur téléphone, ils ne lâchent plus et pas moyen, et c'est la guerre tous les jours à la maison parce qu'on sent à quel point il y a une côté addict à l'écran dès le plus jeune âge. Des hallucinations, disent, quelquefois j'entends une voix, je vois des yeux rouges dans ma chambre, très liés parfois et très sensibilisés après avoir vu un film d'horreur à la télé, où ils ont vu sur Netflix Vampire Diaries avec leur grande sœur, et puis après ils en sont paniqués, ils pensent voir des vampires dans leur chambre, donc des phénomènes comme ça, qui peuvent être subnormaux. Il ne s'agit pas de le prendre forcément comme quelque chose de psychotique, mais quand même, ça prend des proportions. Donc, si je peux me permettre, Monsieur Coubel, vous vous souvenez d'avoir eu certains éléments de ces traits-là en prépubère ? Parce que c'est vrai on retrouve ces éléments-là. Encore une fois, loin de moi l'idée, c'est pas parce qu'il y a ça qu'on est bipolaire et qu'il faut mettre le patient de 11 ans sous traitement. Vous l'avez bien compris. Mais ce sont des éléments qu'on va prendre en compte pour faire quelque chose d'extrêmement important, c'est de soigner l'environnement. C'est peut-être la formule la plus importante de toute la médecine, ça. Pour moi, en tout cas. Gène fois environnement. On a plein de parts génétiques dans toutes nos maladies. Il y a des familles qui sont fragiles du foie, il y a des familles qui sont fragiles du cœur, il y a des familles qui sont fragiles vis-à-vis de la dépression. Moi, j'ai de ma grand-mère une hypercholestérolémie familiale. Ma grand-mère a 5 grammes de cholestérol, ma mère aussi, un peu moins. Moi, je surveille mon environnement. J'ai clairement le risque d'hypercholestérolémie familiale. Mais à partir du moment où mon environnement alimentaire est correct et que je ne me bouffe pas une frite mayo ou sauce samouraï tous les jours en sortant de la clinique, eh bien, je suis à juste 2 grammes de cholestérol et pas mal d'HDL, ça va. Je ne prends aucun traitement. Alors qu'à l'évidence, j'ai une sensibilité génétique à une hypercholestérolémie. Parce que je fais attention à mon environnement. Le fait d'être médecin doit sûrement m'aider, mais en tout cas, je fais vachement gaffe. Et bien là, c'est exactement pareil. Il ne faut surtout pas rester sur l'idée de se dire « Oh, le trouble bipolaire, c'est génétique ». Pas plus que l'hypercholestérolémie, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est si l'environnement est bon, si l'environnement est stable, si l'enfant est dans une école adaptée à lui, qui se sent épanoui dans cette école, il a un environnement d'activité extrascolaire, il fait du piano, il fait aussi du basket, il a plein d'amis, l'environnement familial est stable. Bien sûr qu'il y a des moments d'instabilité dans toutes les familles du monde et dans toutes les vies du monde, mais somme toute, l'amour que lui donnent ses parents, c'est aussi faire en sorte que les enfants vivent dans un environnement le plus stable possible. Eh bien, le rôle aussi de chacun d'entre nous, pas seulement des médecins, des thérapeutes, c'est aussi de faire en sorte que ces enfants soient dans un environnement le plus stable possible. Et même s'ils ont des gènes de vulnérabilité, eh bien, peut-être comme moi avec mon cholestérol, eh bien, ces gènes ne s'exprimeront pas parce que l'environnement les protège. Donc vous voyez, c'est une question extrêmement importante, cette question-là. Donc un environnement anti-stress, un environnement de gestion des stress, un environnement de contrôle des conduites addictives. Et ces conduites addictives, aujourd'hui, ce qui m'inquiète, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est les cyberdépendances qui commencent dès le plus jeune âge. Regardez les ados avec leur portable. Supprimer et confisquer le portable pour punir une ado parce qu'elle a une mauvaise note. Elle se met dans un état de furie furieuse, de manque, d'insultes des parents. Les parents me racontent des anecdotes comme ça tous les jours. Donc il y a quelque chose qui est devenu anormal dans la dépendance aux écrans, d'où l'importance, si vous avez des ados à vulnérabilité dont on parle depuis tout à l'heure, d'être encore plus vigilant que les autres au niveau de ce côté cyberdépendance. Il y a une autre chose dans l'environnement, c'est une autre chose qui m'inquiète chez les ados d'aujourd'hui, c'est la quantité de violence, d'agressivité dans les écoles, et en particulier le harcèlement scolaire. Je passe ma vie de thérapeute tous les jours à soigner des jeunes qui arrivent post-tentative de suicide, post-harcèlement scolaire, et qui arrivent avec des états de stress post-traumatique. Et ça, j'en ai tous les jours en soins. Pire encore, cette semaine, je me suis posé beaucoup de questions déontologiques. Je soignais en thérapie contre le traumatisme une adolescente qui fait un état de stress post-traumatique, post-harcèlement scolaire. Et le harcèlement scolaire, qui sont les harceleurs ? Les profs.
Donc c'est-à-dire que la fille me raconte des humiliations publiques de profs, des moqueries, des menaces, et donc j'ai été obligé de soigner en tant que thérapeute l'état de stress post-traumatique créé par des gens qui sont payés pour faire la sécurité et l'environnement stable de nos enfants. Et je me disais, en faisant la thérapie, qu'est-ce que je fais là et qu'est-ce que je fous là et est-ce que c'est normal, dans quel monde on vit? Donc vous voyez que vous pourrez imaginer que l'environnement est déstabilisé aussi dans des situations très particulières en ce moment. Et un des points primordiaux, c'est les rythmes veille-sommeil qui sont sacrément déstabilisés chez nos jeunes aussi aujourd'hui. On voit des jeunes qui sont en carence de sommeil pour une énorme partie des jeunes, qui se couchent tard et les parents ne savent pas. Mais à 2h20 du matin, Jessica, dont on parlait tout à l'heure, reçoit un petit SMS sur son iPhone 7 Plus, parce que bien sûr, elle a 11 ans, elle a un iPhone 7 Plus. Tu dors, TUDOR? Non, NAN, et toi, TWA, et elle se met à discuter, à chatter sur SMS, sur WhatsApp, sur tout ce que vous voulez, avec une pote jusqu'à 4h du matin. Et ensuite, elle s'endort en classe le lendemain et elle a des troubles attentionnels. Oui, mais voilà, qu'est-ce que foutent les écrans dans son lit à 2h du matin? Donc on a des problèmes de rythme veille-sommeil chez ces jeunes. Les psychothérapies qui sont reconnues aujourd'hui par la littérature médicale, c'est-à-dire toutes les sciences, les études très très précises qui ont été faites, c'est la psychothérapie cognitive et comportementale et la psychothérapie interpersonnelle, qui est beaucoup moins connue en France, mais qui est très intéressante. En gros, la psychothérapie interpersonnelle va agir à la fois sur un côté psychoéducation, on va travailler sur les liens entre les signes de l'humeur et la vie interpersonnelle de la personne. Par exemple, je suis en conflit avec mon mari, ça me rend dépressif, ma dépression augmente mon irritabilité, donc mon conflit est encore plus important avec mon mari, donc je suis encore plus dépressif, et on va essayer de casser ces cercles vicieux. Et on va travailler aussi dans ce qu'on appelle l'aménagement des rythmes sociaux sur les rythmes veille-sommeil, en utilisant par exemple des échelles de rythme social, à quelle heure vous vous levez, à quelle heure vous faites vos devoirs, les repas du soir. Et on montre à l'ado qu'au plus il est stable dans ses rythmes veille-sommeil, au moins il fait de dépression ou d'accès hypomaniaque, au moins il a de troubles de l'humeur, et il va s'en apercevoir assez vite. Donc vous voyez, on est dans des thérapies extrêmement concrètes, sur lesquelles on va... et ça marche bien dans l'alliance thérapeutique avec le jeune, parce qu'on ne parle pas de forclusion du nom du père et d'autres du moi, je n'ai rien contre la forclusion du nom du père, mais je vais utiliser aussi des choses très très pratiques comme ça, sur la vie quotidienne avec les ados. Les nouvelles thérapies. J'ai encore 5 minutes, monsieur Coubel ? Je fais 5 minutes, très vite, parce qu'on ne peut pas tout faire en une petite allocution. Ce qu'on va utiliser beaucoup actuellement, et M. Coubel en parlait tout à l'heure, c'est la méditation en pleine conscience. C'est simple et on en fait tous, sans le savoir, la méditation en pleine conscience. Il y a des études très intéressantes sur l'intérêt de ces formes en fait, qui viennent de la vie des êtres humains depuis des milliers d'années. On fait de la méditation, évidemment, depuis des milliers d'années, dans toutes les civilisations du monde. Et on a donc amené, qu'est-ce qu'apportent ces techniques de, entre guillemets, prière, de méditation, dans la vie quotidienne. On a des techniques de cohérence cardiaque, je vais vous montrer, des techniques d'hypnose, il y a un renouveau de l'hypnose, et on s'aperçoit aujourd'hui, c'est mieux protocolisé, et donc il y a un grand intérêt à l'hypnose. EFT, c'est très ésotérique, vous allez voir. Je l'utilise beaucoup avec les ados et avec des super résultats très intéressants. Et enfin, on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de la recherche très importante sur l'EMDR, c'est les mouvements des yeux. Mais c'est une thérapie qui dépasse largement ça, mais c'est ce qu'on retient souvent. Et aujourd'hui, il y a des thérapeutes, il y a des publications sur l'EMDR dans la dépression, l'EMDR dans le trouble bipolaire, avec des résultats qui semblent être tout à fait intéressants. Donc on a plein de choses nouvelles, et il y en a d'autres. MAT étant une thérapie qu'on développe actuellement, et qui sont un mélange d'EMDR, de thérapie stratégique, de thérapie solutionniste, de thérapie brève et d'hypnose. Donc là, on est dans les thérapies intégratives. Donc ça bouge, il y a plein de choses nouvelles, il y a plein de nouvelles formations. Donc la méditation, très rapidement, vous le savez, on est dans l'instant présent, on va se concentrer. Le seul moment sur lequel on peut le mieux contrôler son humeur, c'est l'instant présent. Et on va activer par des choses très simples, ça peut être des petits exercices très simples, le fait d'être dans le présent. C'est renforcer le présent parce qu'il est fragile. Et donc la méditation et rechute dépressive, ça c'est une étude que ne nous présentent pas les laboratoires pharmaceutiques, vous voyez, qui est parue en 2010. Ça, c'est une étude sur des gens qui sont sortis de la dépression. On leur propose d'entrer dans un protocole. Soit on continue leur antidépresseur, soit on leur arrête leur antidépresseur, mais on leur apprend la méditation.
et regardez sur une étude de 600 jours, qui est publiée dans une revue qui est considérée comme la plus sérieuse en médecine, eh bien, le groupe méditant est allé aussi bien en absence de rechute que le groupe sous antidépresseur. Autrement dit, la méditation en pleine conscience a été aussi puissante que l'antidépresseur. Autrement dit, on peut dire aussi, même si, bon, c'est un peu risqué ce que je dis là, pas besoin d'un antidépresseur à partir du moment où on médite. Je le dis à vous parce que vous êtes un public averti comme ça, mais il ne s'agit pas de dire aux gens « arrête ton antidépresseur et mets-toi à méditer » parce que, évidemment, il faut un avis médical. C'est évident, mais vous voyez que c'est quand même des études qu'on ne connaît pas assez bien et qu'on doit avoir en tête. La méditation sur les enzymes de télomérase, on voit que ça a des effets anti-stress, ça a des effets renforçateurs de l'immunité, ça a des effets de renforcement du cœur chez les gens qui sont fragiles du cœur. Ça, c'est une étude chez des ados. On leur fait faire quelques semaines de méditation et ils reviennent à un cœur qui est meilleur et qui est en meilleure santé. Donc voilà, plein de choses, je pourrais vous en passer sur les douleurs, etc. La cohérence cardiaque, c'est vachement intéressant. On a un lien évident entre le cœur et le cerveau dans nos émotions. Quand on rencontre son amoureuse, le cœur palpite. Donc on a comme ça émotion et donc on va utiliser une captation des pulsations du cœur et on va avoir une preuve par l'image que l'exercice de relaxation qu'on fait avec le jeune devant nous a un impact directement sur lui. Autrement dit, si le cerveau est complètement stressé et qu'il va stresser le cœur par des phénomènes nerveux, par l'adrénaline, par cortisol, par plein d'autres choses. Et là, on a un cœur, quand on mesure la pulsation comme ça, au millième de seconde près, qui est en incohérence cardiaque. Vous voyez, le pouls, il passe de 90 à 50. Ça ne se ressent pas quand on prend son pouls, mais quand on mesure de très près, on a là un cœur en incohérence cardiaque. Si par une technique de relaxation, on passe le cœur, regardez, en cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'il se met à battre sur une sinusoïde, parce que le cœur, contrairement à ce qu'on pense, ne bat pas à 60 par minute comme ça tout le temps. En inspiration, on est en légère tachycardie, et en expiration, on est en légère bradycardie. Et ça, c'est vachement utile ce que je suis en train de dire là, parce que vous avez tout compris là, la cohérence cardiaque. On peut faire des exercices de respiration. Et donc, on a des modèles très simples sur lesquels on va pouvoir, là, avoir le patient en incohérence cardiaque, et on va lui apprendre à mieux respirer pour pouvoir avoir un impact directement sur son cerveau. Donc, on va utiliser, par exemple, un jeu vidéo mental. Il a un petit capteur. Au plus il se relaxe, au plus l'image va se mettre en couleur. Et donc, il a envie de battre son high score, de mettre toute l'image en couleur. Et au plus l'image est en couleur, au plus il voit que ça marche. Donc, au plus il affine sa technique de relaxation. Et à la fin, il a mis tout en couleur. Et les jeunes, je peux vous dire, on le refait là, le jeu ? On le refait. Il y a une super investissement là-dedans parce qu'évidemment, il y a un côté ludique et c'est vachement sympa à faire. Donc ça, je me fais de la pub pour moi-même parce que c'est un truc que j'ai fait avec mon petit frère. Ozen, qui est sorti chez Ubisoft. Donc on a un petit capteur qu'on met sur son Mac, sur son iPhone et puis on va pouvoir utiliser comme ça. On fait un petit bonhomme. Il y a le Dr K qui vous explique les gestions du stress. Et donc on va travailler sur la respiration et avoir une sorte de petit poisson comme ça qui va vous apprendre à respirer. Et les études qu'on a faites avec ce programme, c'est super intéressant et c'est comme la méditation. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais tant que vous le faites, ça marche, c'est un effet anti-stress, mais quand on arrête, eh bien la bonne nouvelle, eh bien, c'est que quand on arrête, on garde le fruit de ce qu'on a pratiqué. On ne perd pas ce qu'on a emmagasiné, ce qu'on a engrangé. L'hypnose, je passe très vite parce que l'idée, c'est pas de... on peut dire quelque chose comme ça sur l'hypnose. C'est un état modifié de conscience. C'est une sorte de mise au repos du cerveau et qui permet d'enregistrer peut-être des messages, des connexions plus positives. Et c'est comme si on calmait le cerveau. On apaisait le cerveau. Et là, on peut revenir avec le patient sur des pratiques de gestion du stress et des émotions. Donc ça, c'est des points très importants. L'EFT, c'est un truc bizarre. Vous en avez peut-être entendu parler, Emotional Freedom Technique. On a des études d'acupuncture, et vous savez que les études d'acupuncture, qui sont... Alors c'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit ouvert, parce qu'il faut se dire, la médecine chinoise, c'est sacrément différent de notre médecine, bien sûr. Et vous savez que la médecine chinoise imagine qu'on a des méridiens d'énergie. Et quand on a des symptômes, des douleurs, des peurs, des angoisses, de la dépression, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos méridiens d'énergie. Somme toute, c'est assez proche de notre médecine moderne. On sait tous qu'on a 100 milliards de cellules nerveuses qui sont chacune des piles électriques.
chargées positivement à l'extérieur, chargées négativement à l'intérieur. On a 10 000 milliards de cellules dans notre corps, on a 10 000 milliards de cellules électriques. Et donc, peut-être qu'il y a des histoires de transmission, d'énergie, pourquoi pas. Et donc, voilà, les méridiens des Chinois. Et ça, c'est des études sur l'acupuncture. Et on a des études sérieuses. Ouais, celle-là, c'est une méta-analyse de 2012 qui montre que sur la gestion des douleurs, l'acupuncture a un effet visible avec une preuve par l'image sur des modifications cérébrales des centres de la douleur. On sait qu'il se passe quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, comment, mais en tout cas, on a des études occidentales qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'acupuncture. Et il y a d'autres études qui ont été faites, vous voyez, sur des lombalgiques, où on a testé, le usual care, c'est-à-dire traitement normal de la lombalgie. On sait que c'est vachement difficile à soigner, qu'on n'a pas de traitement miracle de la lombalgie. Et on a fait aussi de l'acupuncture chez ces patients. Et pour avoir une idée de ce qui se passe, ils ont fait de la digipuncture. C'est-à-dire plutôt que de mettre une aiguille, on tape sur des points d'acupuncture. Et les résultats ont été similaires entre l'acupuncture et le fait de taper sur des points de méridien d'acupuncture. Donc en gros, le EFT, on tape avec le patient, on lui apprend à taper sur des points d'acupuncture précis, des troubles anxieux, et c'est rigolo à faire. Moi, je ne le propose pas à tous les patients, parce qu'il y a des patients qui trouveraient ça complètement débile et ridicule. On sait à quel patient on peut proposer ce genre de choses-là. Et ça, on a des études aujourd'hui, des méta-analyses. Je vous invite à regarder, pour ceux qui vous intéressez à ça, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a des publications sérieuses, scientifiques, de plus en plus, sur les effets. Ça, c'est une publication que j'ai faite dans mon lit et qui n'est publiée que dans ma chambre. C'est-à-dire que je me suis amusé avec mon capteur d'iPhone, d'Apple Watch, à regarder. Vous voyez, on peut, avec son Apple Watch, avoir des mouvements du sommeil. Ça, c'est par exemple les 2 premières nuits, c'est tous les mouvements du sommeil. Et ce jour-là, le 21 avril, juste avant de m'endormir, je fais je fais le choix de dormir d'un sommeil lent, profond, récupérateur, sans ronflement, parce que sinon je me fais engueuler par ma femme. Et je me tapote des points, et donc j'en ai pour 2 minutes, et après je vais dormir. Regardez, alors évidemment ce n'est pas une étude sérieuse, mais je vous assure, et je vous jure que c'est vrai, que quand j'ai fait ces petits trucs-là de 2 minutes, en faisant pipi juste avant d'aller me coucher, enfin pas en même temps que de faire pipi, parce que ce serait dur la digipuncture, mais là regardez, il y a moins de mouvements du sommeil. J'ai moins de mouvements de sommeil, et j'ai une nuit plus stable, avec moins de restless. C'est-à-dire les moments où je suis en mouvement, je suis qu'à 3% de restless. Contre les nuits où je n'ai pas fait de EFT, je suis à 6%. Donc il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Vous voyez, ça c'est une nuit sans EFT et une nuit avec EFT. Étrange, non? Mais si ça tombe, c'est de la suggestibilité. Mais je m'en fous. En le faisant, je dors mieux. C'est ça qui compte, non? Donc vous voyez, c'est ça qui est bon. Voilà, gardez l'esprit ouvert sur des nouvelles techniques comme ça. Voilà. Et enfin, je finis sur le MDR. Donc, connecter, tisser des réseaux de neurones, on peut modifier l'état de conscience du cerveau par différentes pratiques, par la méditation, par l'hypnose, par les mouvements alternatifs. Tout ça pour dire, et je vais m'arrêter là parce que l'idée c'est pas de faire un topo, le MDR c'est quelque chose quand même d'extrêmement bizarre. Regardez, c'est les Rapid Eye Movements, c'est le sommeil paradoxal. On appelle en français le sommeil paradoxal parce que il y a un paradoxe entre, au moment de cette phase de sommeil, le corps qui est en profond sommeil, et le cerveau, regardez le EEG, qui est pratiquement le même qu'un cerveau réveillé. Regardez, entre awake et le stade REM, on a un cerveau qui bouge beaucoup. Donc notre cerveau est en plein travail et en même temps le corps est plongé profondément. Et les anglo-saxons appellent ce sommeil le stade REM, pour Rapid Eye Movement. Parce que regardez, quand on regarde les yeux de quelqu'un qui dort en sommeil paradoxal, regardez l'enfant, il y a ses yeux qui bougent. On voit mieux encore ici, on n'a pas besoin d'électroencéphalogramme pour repérer un sommeil paradoxal, on voit les yeux qui bougent, on dit tiens, le patient est en sommeil paradoxal. Et en sommeil paradoxal, on a pu repérer que probablement se passent des choses primordiales dans le traitement de nos informations émotionnelles. Et quand ces informations émotionnelles ont été traumatisantes, ça coince. Et ça reste coincé dans le cerveau. Le fait de forcer le patient à faire du sommeil paradoxal en lui faisant bouger les yeux, décoince, semble-t-il, certains traumatismes. Donc tout ça pour dire... mais le problème, c'est que pour faire du stade REM, il faut dormir en sommeil profond. Si vous venez d'avoir un accident de bagnole aujourd'hui et que vous avez failli perdre la vie, ça m'étonnerait que ce soir, en soins intensifs, avec les bip-bip partout, vous disiez oh, « je vais bien dormir cette nuit, un sommeil profond ». Bien sûr que non, vous n'allez pas dormir de la nuit, vous allez dormir que par du sommeil haché, l'infirmière va passer toutes les heures, etc. Et donc il y a quelque chose qui coince, il n'y a pas eu de sommeil paradoxal parce qu'on a failli perdre la vie, on a été traumatisé, on a été harcelé, on a été moqué, on a été humilié, on va s'endormir en pleurant, on va se réveiller plusieurs fois par nuit, et donc on a des nouvelles thérapies comme ça. Donc toutes ces thérapies, et je finis là-dessus, peuvent être des thérapies préventives.
Moi, je prêche pour pouvoir proposer à des jeunes qu'on sent en vulnérabilité des techniques de thérapie cognitive et comportementale, par exemple, de gestion du stress, des émotions. Vous savez que la méditation dont on parle est considérée aujourd'hui comme une troisième vague des thérapies cognitives et comportementales. Elles peuvent parfaitement intégrer, mais pas seulement. On peut le faire aussi sans TCC. Mais on peut apprendre à un jeune des techniques de méditation spécifiques de l'adolescent. On peut apprendre à un jeune des techniques de FT, ça ne peut pas faire de mal. Hein, j'ai tué personne encore avec ça. On peut apprendre des techniques d'auto-hypnose. On peut apprendre des techniques de mouvement alternatif. Et plein de choses comme ça qui sont en cours de tests, de pratiques, et avec des résultats qui peuvent être vraiment tout à fait intéressants. Donc merci beaucoup pour votre longue attention. Et on va maintenant passer à l'interaction. Merci bien, Dr Kochman. Je vous propose une petite séance de questions. Qui a des questions? On a 10 minutes, malheureusement pas beaucoup de temps. C'était un peu dense. Tu peux y aller, parce que je vais y aller. Moi, je travaille avec des adolescents déficients intellectuels. Est-ce qu'on peut parler aussi de ces troubles bipolaires avec des adolescents déficients? Absolument, bien sûr. Hein. On a l'intelligence, qui est évidemment un domaine complexe, ne protège absolument pas ni de la dépression, ni des accès hypomaniaques. Donc on a bien sûr des jeunes qui peuvent avoir des déficits cognitifs et qu'on voit encore plus que les autres, effectivement, dans des mouvements de l'humeur. Donc, effectivement, c'est absolument important de prendre en compte les souffrances psychiques et thymiques chez les jeunes qui ont une déficience intellectuelle. C'est même un facteur de risque à avoir des troubles bipolaires. Parce que le trouble bipolaire, vous avez bien compris, c'est une maladie qui est spécifique à l'être humain. Il n'y a pas de bipolarité chez l'animal. C'est tout l'équipement dont nous bénéficions, le fait d'être humain, de pouvoir interagir et nous adapter à notre environnement, fait que c'est une machine très complexe qui concerne les émotions, mais pas que, les cognitions, la biologie, les rythmes, veille-sommeil, etc. Tout cela est régulé, et ce qui fait que lorsqu'il y a une problématique génétique, etc., ou il y a une problématique liée par l'environnement, par le fait d'avoir un déficit intellectuel, eh bien ça va rendre encore plus risqué le fait d'avoir cette dysrégulation. C'est pour ça que le fait d'avoir une maladie, déjà, est un facteur de risque à développer un trouble bipolaire, si en plus on a le trouble. Donc il faut vraiment considérer ça. Et chez quelqu'un qui a un déficit intellectuel, on peut avoir des manifestations qui sont très atypiques. Déjà, et ça a été dit qu'elles sont très atypiques chez n'importe qui. Vous avez bien compris que c'est une maladie qui loge d'autres maladies. Et puis, il y a de la maladie dans la maladie. Ça va être l'alcoolisme, ça va être les troubles des conduites, ça va être des problèmes d'interaction sociale. Donc, c'est toujours très difficile à dépister. Et c'est encore plus difficile à dépister chez quelqu'un qui a un déficit intellectuel. Et ça va être dans les problèmes d'irritabilité, de comportement, d'isolement, de retrait, qu'il va falloir décrypter la problématique de la bipolarité. Changements de sommeil aussi. Rechercher à chaque fois les changements de rythme veille-sommeil chez ces enfants. Je voulais savoir s'il y avait des recherches pour les très jeunes enfants sur l'île, parce que je m'occupe de très jeunes enfants. Il y a bien sûr une équipe universitaire de pédopsychiatrie à Lille en particulier qui fait énormément de recherches sur différents troubles et de souffrances psychiques, oui bien sûr. Hein, donc souvent, et en France dans l'organisation, si vous souhaitez des éléments plus particuliers au niveau recherche, je vous invite à vous rapprocher des services universitaires, en particulier le CHU de Lille est l'un des endroits les plus pointu en recherche clinique dans le domaine de la souffrance psychique de l'enfant jusqu'à l'adulte. Oui. Peut-on parler de guérison? C'est complexe d'évoquer ça. Moi, parfois, j'insiste sur le fait qu'on parle d'un trouble. Et un trouble, déjà, pour moi, c'est différent de maladie.
Quand je suis malade, je parlais tout à l'heure d'une grippe, je suis cloué au fond de mon lit, hein, j'ai mal partout, je ne peux plus rien faire. Un trouble, hein, comme un trouble de l'accommodation visuelle, un trouble de ma concentration, un trouble de l'humeur, eh bien on vit avec et on travaille, on aime, on va voir les copains ce soir, on va visiter un musée. Et donc il y a déjà quelque chose qui est très différent. Moi je vois des gens, hein, et voilà, vous en connaissez sûrement, qui sont très bien stabilisés sous traitement, sous psychothérapie, et qui vont bien. Donc oui, on peut dire que voilà, qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont parfaitement bien suivies et qui vous disent « j'ai retrouvé une vie heureuse, épanouie, j'ai des moments difficiles, c'est sûrement plus compliqué que, voilà, que le citoyen lambda, mais somme toute, j'ai réussi à trouver mes façons de gérer ma vie, mes émotions, mon stress. Le mieux étant de demander à M. Coubel aussi ce que vous pouvez dire là-dessus. Oui, j'avais envie de dire un petit mot. Effectivement, moi, il m'a fallu très longtemps pour me rétablir. Et effectivement, comme vous disiez, ce qui est important, c'est que comme nous savons que nous sommes vulnérables, il faut faire encore plus attention à notre hygiène de vie. On a la chance d'avoir des éducations thérapeutiques du patient ou de l'autogestion de la santé qui peuvent nous aider. Il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place. Et évidemment, si on a en plus une vie qui est stable, ça facilite beaucoup les choses. Mais bon, il faut simplement essayer d'être très vigilant. Ajouter un mot, c'est vrai que guérison, c'est un mot qui est difficile à utiliser en psychiatrie, enfin qu'on n'a pas l'habitude, qui commence à rentrer. C'est vrai qu'il y a des pathologies psychiatriques qui peuvent évoluer vers la guérison. En revanche, pour le trouble bipolaire, il y a vraiment quelque chose de très particulier. À partir du moment où on fait un épisode et qu'on identifie le trouble bipolaire, c'est-à-dire qu'on a fait en général un épisode maniaque, même s'il y a eu des épisodes dépressifs, là on fait le diagnostic de trouble bipolaire. Et là, cet épisode, s'il est dépisté très tôt, tant mieux, il va y avoir un traitement, les personnes vont pouvoir reprendre leur vie et tout ça. Mais cet épisode signifie qu'il y a une vulnérabilité qui est là et qui est là tout au long de la vie. Et moi, j'ai pas mal d'exemples avec le recul que j'ai actuellement de gens qui ont tenté d'arrêter le traitement quelquefois 10 ans après, quelquefois 15 ans après, alors que tout ça, et pas dans la minute qui suit, mais dans les mois ou dans l'année qui suit, il y a eu une rechute. Donc là, ça signifie que vraiment pour cette maladie, il faut continuer à prendre un traitement préventif jusqu'à ce qu'on trouve autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Et ça, c'est plus spécifique pour le trouble bipolaire que par exemple pour d'autres psychoses dans lesquelles on peut tenter d'arrêter un traitement dans certaines conditions. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier à ce niveau-là. On pourrait imaginer le modèle du diabète. J'ai un diabète, je suis stabilisé parce que je prends bien mon insuline, j'ai une vie équilibrée, je fais attention à mon alimentation. Il y a plein, heureusement, de personnes diabétiques qui savent qu'elles vont devoir, dans l'état actuel de nos connaissances, continuer leur traitement, mais qui ont une vie absolument heureuse et stable. Une dernière question. Tu peux... Le micro. Justement, dans cette même rubrique, est-ce que vous pourriez nous éclairer par rapport aux présupposés derrière l'appellation psychose maniaco-dépressive et trouble bipolaire? Oui, alors ça c'est vrai qu'il y a une évolution dans les terminologies. Il faut bien se rendre compte que les personnes qui ont décrit la psychose maniaco-dépressive étaient des psychiatres du 19e siècle qui travaillaient dans des asiles et donc qui étaient face à des gens qui menaient une vie asilaire, qui y étaient pendant des années. Et donc là, ils ont qualifié différentes formes de psychose, psychose déficitaire, démentielle, etc. Et la psychose maniaco-dépressive, d'abord qui a été appelée folie maniaco-dépressive, puis psychose maniaco-dépressive, mais c'était chez des gens qui avaient vraiment une vie de chronicité dans une maladie avec des alternances, etc. Et c'est vrai que le trouble bipolaire, c'est d'introduction beaucoup plus récente, mais c'est suite à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait d'avoir introduit le lithium dans la pharmacopée, a montré que des gens pouvaient vivre très bien et qu'il pouvait y avoir des périodes, mais vraiment où on pouvait travailler, avoir une vie de famille, une vie relationnelle, du plaisir, des difficultés, etc., sans aucun problème, mais tout en prenant un traitement par lithium. Ce qui fait que c'est difficile de continuer à appeler cette maladie-là une psychose, qui signifie quand même quelque chose qui envahit l'espace psychique, qui reste là de façon permanente, et donc ce qui fait que maintenant on préfère utiliser le terme de trouble bipolaire. Mais attention, dans certains troubles bipolaires, il peut y avoir une évolution parfois où il n'y a plus de rythme et ça devient chronique et ça peut ressembler à une psychose, malheureusement. Et il peut y avoir aussi des symptômes psychotiques pendant un épisode, soit maniaque, soit dépressif. Donc c'est pour ça que le mot psychotique, il est polysémique, on l'utilise pour beaucoup de choses. Alors, dernier point, il n'y a rien qui ressemble plus
a une maladie qui résiste au traitement ou qui n'a pas été traitée au bout d'un moment, ça peut être une schizophrénie, ça peut être un trouble bipolaire, tout ça, ça va être les mêmes problèmes. On va les retrouver avec des problèmes d'addiction, de prison, de problèmes cardiovasculaires, etc. Et là, la prise en charge sera à peu près identique. Et puis, au tout début de la maladie, dans le dépistage précoce, au début, un adolescent qui commence à faire des problèmes d'émotion un peu moins contenus, quelques hallucinations, etc., on ne sait pas. Personne ne peut dire, là, en voyant, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va être un trouble bipolaire? Est-ce que ça va être une schizophrénie? Ou est-ce que ça peut être aussi un épisode sans lendemain? Et c'est pour ça que là, il faut vraiment un suivi. Donc, là, on est dans la prévention. Il faut un suivi très rapproché pour essayer de trouver la meilleure prise en charge. Alors, bien sûr, il y a les médicaments, mais pas que, ça nous a été montré, qui vont être nécessaires. Voilà, c'était la dernière question. Je vous propose de continuer. On fait un pot après au restaurant La Terrasse du Héron, juste à la sortie du musée. On est obligé de partir. Alors, par contre, avant, je vais vous passer Mathieu Auchin, qui est responsable du CREPSI, qui va nous expliquer rapidement, là il nous reste 5 minutes, ce qu'est le CREPSI et les ressources qu'on peut y trouver. Je vais en 2 mots. Donc le CREPSI, c'est le centre de ressources sur le handicap psychique. Vous avez une plaque avec nos coordonnées, donc si vous souhaitez, n'hésitez pas. Avec Pierre, il nous semblait important de reparler d'un projet qu'on mène actuellement, qui est l'annuaire des ressources sur le handicap psychique. Donc on mène une démarche où si vous travaillez dans une structure, où vous côtoyez une structure qui accueille et accompagne des personnes avec handicap psychique ou associative, n'hésitez pas à en faire la démarche pour pouvoir se faire référencer et faire connaître la ressource à l'ensemble de la région qui le souhaite. Voilà. Voilà, merci à tous. C'était un peu court, mais bon, on refera. On refera vraisemblablement une conférence vers début décembre. Ce sera plus sur le harcèlement scolaire et les réseaux sociaux. Ça, on mettra ça en route. Le docteur Kochman reviendra certainement à ce moment-là. À très bientôt. Au revoir.